Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour le nouvel épisode du podcast 1000%. Merci Pierre et Vincent d'être là. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nouchka qui est avec nous aujourd'hui. Donc, salut les gars. Salut Nouchka, ça va? Salut. Salut, ça va super et vous? Ouais, Salut. nickel. Ouais, nickel, nickel. Donc, aujourd'hui, on a la chance de te recevoir. On va parler de nutrition, surtout spécialisée sur l'endurance. Donc, c'est vrai que c'est surtout on se rend compte que plus les efforts vont être longs, plus la nutrition va aussi jouer un rôle très, très important sur la performance également. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de notre podcast. Dans un premier temps, on va voir un petit peu la physio, comment ça se passe au niveau du corps selon les différents efforts, que ce soit une distance un petit peu plus courte, un marathon, voire même jusqu'à l'ultra. Après, tu vas nous donner aussi des conseils au quotidien au niveau alimentaire, savoir un petit peu les protéines qu'il faut, les glucides qu'on y voit un petit peu plus clair, que ce soit en performance et aussi, je pense, en prévention des blessures, parce que la nutrition joue un rôle hyper important. Puis aussi, on approche la course aussi, comment on se prépare aussi à une course, ça peut être intéressant, la semaine qui arrive, même pendant la course, comment gérer son effort. Et à la fin, on finira par pas mal de questions pratiques pour donner justement des outils un petit peu aux auditeurs. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu ton parcours, comment tu fonctionnes. Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors moi, je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne du sport depuis maintenant quelques années. Donc aujourd'hui, je m'occupe exclusivement de sportifs. Ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai orienté mes prises en charge pour m'occuper uniquement de sportifs. Donc ça va de l'athlète débutant, si je peux dire ça, à vraiment de l'athlète haut niveau. Donc j'ai plusieurs athlètes à haut niveau en équipe de France dans diverses disciplines, surtout en athlétisme et en ski alpin et ski de fond. Euh, et à côté de ça, je suis formatrice également en nutrition sportive. Donc j'ai ma formation depuis 3 ans maintenant que j'ai créée pour former justement les diététiciens et puis les professionnels de santé et du sport à la nutrition sportive. Parce qu'il n'y a pas que les diététiciens finalement qui sont au cœur finalement de la prise en charge nutritionnelle de l'athlète et que moi, pour avoir fait diverses formations dans la nutrition sportive au début de ma carrière professionnelle, j'ai trouvé que c'était un peu limité et que finalement, je suis ressortie de ça. J'avais pas forcément les clés pour prendre en charge des athlètes et en fait, les principales connaissances que j'ai acquises et qu'aujourd'hui je les ai eues en me formant par moi-même. Donc, je me suis dit que il y avait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là pour pouvoir aider les diététiciens à prendre en charge les athlètes parce que ça, c'est vraiment l'objectif pour moi. Mon objectif dans mon métier, c'est vraiment de faire en sorte que l'accompagnement nutritionnel soit facilité pour les athlètes et bah, mon rôle justement aujourd'hui c'est de fournir l'information et de diffuser l'information pour que ça puisse se faire. Donc ça se fait par mes formations et puis aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une grosse part de mon travail aujourd'hui, les réseaux sociaux. Vous me contredirez pas là-dessus, je pense. Ouais, bien Donc sûr. voilà, je consacre une grosse Et part c'est à grâce à ça qu'on ça. t'a vu aussi, hein. C'est grâce à ça Ouais, bien sûr. qu'on t'a découvert et qu'on a remarqué ton travail. Donc, félicitations pour ta page d'ailleurs qui s'appelle, pour les gens qui nous écoutent, n'hésite pas à le dire. Ouais, Nouchka Diet, du coup. Nouchka, Nouchka.diet. Donc voilà, la partie réseaux sociaux. Et puis, depuis l'an dernier, j'organise des stages nutrition et sport en Haute-Savoie, où j'habite, justement. Et du coup, c'est des stages. Alors, on a fait 3 stages Nutri-Trail l'an dernier, donc nutrition et trail. Un stage Nutri-Bike, donc vélo. Et puis, un stage Nutri-Zen, où là, c'était rando, pilates, renforcement musculaire, etc. Donc cette année, on réitère avec 3 stages trail et un stage zen. Et du coup, bah, le but de ces stages, c'est de faire du sport dans nos disciplines et puis d'apprendre sur la nutrition. Voilà pour la partie professionnelle. Après, au niveau sportif, moi, je suis sportive d'endurance, donc j'ai fait beaucoup d'aviron pendant 10 ans quand j'étais jeune et puis j'ai arrêté justement pour me mettre au sport d'endurance. J'ai commencé par le triathlon, le cyclisme et aujourd'hui depuis maintenant 2 ans je fais beaucoup de trail. Peu après à côté de la rando, du parapente et du ski puisqu'on habite à la montagne, c'est c'est de rigueur quoi. Nickel. Et du coup, ça te permet aussi, j'imagine, de tester un petit peu les conseils. Est-ce que toi aussi, personnellement, tu testes les choses sur toi avant de les conseiller aux gens? Comment ça se passe? Tu te fais des petits Alors oui, protocoles perso?
Ça m'aide. Je pense qu'aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu plus à l'aise dans la prise en charge des sports d'endurance parce que je connais. C'est clair que ça me permet de me rendre compte de certaines choses, clairement. Donc, je peux tester, je peux expérimenter, je peux comprendre les problématiques à ce niveau-là. Super. Du coup, une première question, c'est parce que l'endurance, c'est hyper vague. Est-ce que dans l'endurance, tu mettrais plusieurs catégories? Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va faire un semi-marathon, quelqu'un qui va mettre, par exemple, un marathon, peut-être que c'est encore un autre effort, et après jusqu'à l'ultra. Toi, quelle catégorie tu mettrais pour classifier un petit peu les différents types d'endurance? L'endurance, pour moi, l'endurance, finalement, si je donnais une définition simple, je dirais que c'est la capacité de maintenir une intensité pendant une plus ou moins longue durée, tu vois. Euh, Ok. à partir de là, je dirais que même un athlète qui court un 1500, bah, ça requiert des qualités d'endurance qui seront peut-être pas les mêmes qu'un athlète qui va faire du semi, du marathon ou de l'ultra. Mais même dans les efforts qui sont finalement un peu courts, ça demande quand même des qualités d'endurance. Bien sûr, plus l'effort va être long, bah, plus les qualités physiologiques ce seront pas les mêmes, notamment bah, au niveau de la typologie des fibres musculaires, la répartition des fibres musculaires sera pas les mêmes entre un athlète qui va faire du 1005 ou du marathon ou de l'ultra, les capacités oxydatives aussi, mitochondriales, la masse musculaire, la masse grasse, il y a plein de choses qui vont varier. Il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, des choses sur lesquelles on peut pas jouer. Je pense aux fibres musculaires. Finalement, c'est très peu modulable, hein, les fibres musculaires. La modulation, finalement, du type de fibre musculaire, c'est de l'ordre de 10%, mais on peut jouer sur les capacités oxydatives, sur l'utilisation des substrats à l'effort, sur la nutrition, sur la musculation, sur plein de choses. Donc, voilà. C'est clair que, il y a différents types d'endurance qui vont pas mobiliser les mêmes qualités, mais pour moi, je dirais qu'on parle d'endurance même pour des épreuves qui durent quelques minutes, quoi. Ok. Mais est-ce que tu penses que, par exemple, il y a quelques minutes, ça va être quand même être plus la vitesse qui va peut-être être mis en jeu? Par exemple, tu parles pour le 1500, je pense qu'il y a quand même des qualités de vitesse qui sont hyper importantes, que tu vas quand même moins retrouver peut-être sur marathon et que tu vas encore moins retrouver derrière sur un ultra trail, même si bien sûr, il y a un fil conducteur qui amène tout ça. Moi, ma question, c'est au niveau des efforts en fait qu'on va faire. Donc, comment ça fonctionne un petit peu au niveau du corps, au niveau justement de dépenses énergétiques, quand on parle beaucoup de glucose? Comment ça va se passer dans ton corps et est-ce que tu arriverais à faire une différence avec différents sports? Sur par exemple un effort intensif, moyen, prolongé et un effort très très long. Est-ce qu'il y a différentes filières qui sont mises en action? Oui, alors moi je vois ça vraiment comme des curseurs. Je vois pas vraiment ça comme des interrupteurs. C'est déjà une grosse Ok. différence. C'est que à Ouais, l'époque bien on sûr. voyait les filières énergétiques comme des interrupteurs. En gros, j'active la première filière énergétique. Une fois qu'elle est vide, j'active la deuxième et puis finalement ça se succédait. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que tout se superpose. De toute façon, les filières énergétiques, on les remet un peu à l'ordre du jour. On se rend compte que finalement il n'y a pas vraiment de filière aérobie et anaérobie parce que il y a toujours de l'oxygène dans l'organisme, il y a toujours également du lactate, donc par définition tout entraînement est lactique. Euh, mais finalement, c'est toujours des modulations. Quand je vais faire un 10 km, potentiellement ma filière glycolytique, elle va être plus importante que ma filière oxydative, contrairement à un marathon ou un ultra trail. Donc c'est vraiment Est-ce que euh, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais un petit peu nous définir un petit peu tous ces termes pour déjà faire un peu une première base sur laquelle on pourrait s'appuyer tranquillement? Donc, par exemple, quand on part par exemple sur un 20 km, qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre corps petit à petit pour que les gens comprennent au niveau des différentes filières, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? En En gros, vulgarisant, bien sûr, t'inquiète, ouais, bien sûr, ouais. il n'y a aucun Toutes problème. nos filières énergétiques agissent simultanément dans une durée de moins de 100 millisecondes. Donc, en gros, au bout d'une minute, il y a déjà toutes les filières énergétiques qui travaillent ensemble. Donc, déjà, je pense qu'on peut dire un truc, c'est que l'idée reçue selon laquelle on commence à brûler du gras au bout de 20 minutes, on peut l'acheter parce que par définition, on commence déjà à oxyder des graisses dès le début de l'effort. Mais ce qui va faire varier la proportion de telle ou telle filière, ça va être la durée et l'intensité, et surtout l'intensité en fait. Plus l'effort va être intense, notamment, plus on va utiliser des glucides pour assurer le renouvellement de l'ATP et donc la contraction musculaire. Et plus l'effort va être de longue durée, plus on va utiliser les lipides et un petit peu moins les glucides. Donc déjà, c'est ça, ça va être sur la, la proportion et le pourcentage d'utilisation de telle ou telle fibre. En gros, vous voyez vraiment ça comme des curseurs et pas comme une succession de filières énergétiques. C'est pas genre, je fais un effort de 2 minutes, je suis sur ma première filière, donc anciennement anaérobie à lactique, et puis une fois que j'ai plus de substrat disponible, et ben je passe sur ma deuxième filière, et puis après je passe sur la troisième. Donc tout agit ensemble dans des proportions différentes en fonction de l'intensité notamment.
Ok. Ce Et serait trop est-ce qu'il y simple. a... Ouais, Pardon? ouais, c'est Ce sûr, serait ça trop serait trop simple, en simple. fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, ce qu'on peut préciser, alors je vais pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, mais les filières énergétiques, elles agissent ensemble. Justement, elles se battent pas entre elles. En fait, la filière oxydative, par exemple, donc la filière aérobie, si on veut vulgariser, elle va aider à resynthétiser la phosphocréatine, qui sert à la première filière énergétique. Donc en fait, il faut vraiment voir ça comme des engrenages qui font tourner l'un et l'autre pour, au final, aider à produire de l'ATP qui va aider à la contraction musculaire. C'est vraiment le rôle des filières énergétiques, finalement, produire de l'ATP pour pérenniser la contraction musculaire. Est-ce que tu pourrais un peu nous les définir, chaque filière pour les gens et nous les vulgariser une par une? Tu as parlé bien du glucose. Est-ce que tu peux un petit peu prendre le temps dessus sur chaque et nous expliquer un petit peu de façon schématique comment ça fonctionne pour Ouais, chaque alors filière? la première filière qu'on appelle anciennement anaérobie alactique, donc anciennement qui agissait sans présence d'oxygène et puis sans production de lactate, pardon. Aujourd'hui, on l'appelle filière phosphocréatine ATP. Donc, elle va aider à reproduire l'ATP grâce à la phosphocréatine. La deuxième filière, Et celle-là, donc dans quel contexte on l'a, celle-là, du coup? Dans quel contexte celle-là, elle fait, par exemple, elle elle, agit? elle va être prédominante, par exemple, sur un exercice de musculation. On a une grosse demande énergétique, rapidement. On a besoin Ok, de d'accord. l'énergie rapidement disponible parce que cette énergie-là, elle va être rapidement disponible, mais elle va être peu pérenne. C'est-à-dire que les réserves sont vite épuisées, quoi. Au bout de quelques secondes seulement, nos réserves en phosphocréatine sont épuisées. Donc après, il faut que ça se régénère, mais pareil, ça met 5-6 minutes pour régénérer totalement les stocks de phosphocréatine. Donc c'est pour ça qu'on peut pas que Ok, miser sur cette filière-là. La deuxième ok. filière, donc anaérobie lactique, aujourd'hui donc on l'appelle la filière glycolytique. Donc en gros on va tirer l'énergie de la glycolyse et de la glycogénolyse. Donc en gros de la dégradation du glucose et de la dégradation du glycogène. Le glycogène étant la forme de stockage du glucose dans le foie et les muscles. Donc Ok. cette voie-là, elle est un petit peu, elle permet de produire un petit peu plus d'ATP par molécule de glucose dégradée, donc c'est un petit peu plus avantageux dès lors que l'effort va durer. Et puis la troisième filière, anciennement aérobie, qu'on peut appeler aujourd'hui oxydative, elle va tirer l'énergie des glucides et des lipides, et ces deux-là vont être oxydés finalement dans la mitochondrie. L'objectif final, ça va être l'oxydation dans la mitochondrie pour permettre la production d'ATP et une plus grosse production d'ATP. Donc, faut voir ça un peu comme des réservoirs. En gros, le premier réservoir, il permet d'apporter l'énergie rapidement disponible, mais il est petit. Et puis, dès lors que on augmente, enfin, on passe sur les autres filières, le réservoir est un peu plus grand. On a plus de réserves justement énergétiques dans l'organisme, mais ça va être un petit peu plus long à mobiliser. Et puis, ça va permettre une production moins rapide, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des moyens d'action, du coup, pour agrandir un petit peu ces réservoirs ou est-ce que physiologiquement, c'est impossible? Et ben, par exemple, la phosphocréatine, tu peux un petit peu l'augmenter avec la prise de créatine. On sait aujourd'hui que la créatine, c'est un complément qui est hyper intéressant en musculation parce que ça va justement aider à produire plus de force et à améliorer la récupération parce que tu vas produire enfin, tu vas rephosphoryler la phosphocréatine justement. Les glucides aussi, tu peux jouer, c'est-à-dire que un athlète qui va être entraîné aura plus de capacité à stocker du glycogène. Alors bien sûr, c'est modéré, c'est-à-dire que c'est pas infini. On peut pas stocker du glycogène à l'infini. Au bout d'un moment, il y a une rétro-inhibition au niveau enzymatique et donc c'est limité. Mais on peut quand même un peu l'augmenter. Et même par l'alimentation, quelqu'un qui va avoir une alimentation hyper glucidique va pouvoir stocker plus de glucides finalement. Et puis les lipides. Il n'y a pas trop d'intérêt à en stocker plus parce que même quelqu'un qui a une masse grasse faible, je sais pas, à 8-10%, va quand même avoir un gros stock de lipides. Ça se compte en plusieurs kilos dans l'organisme. Donc en fait, les lipides, oui, tu peux l'augmenter. Hein, il suffit de prendre de la masse grasse en gros. Mais voilà, Ok. comme les trois, Moi, il n'y tu a peux pas trop augmenter. d'intérêt, hein. Oui, il y a pas trop d'intérêt. Aujourd'hui, on le sait. Hein, surtout dans les sports d'endurance, on pourra en parler aujourd'hui, je pense, mais ce qui est important, c'est surtout de faire attention aux lipides dont les réserves sont limitées, contrairement aux lipides. Au Ok, glucides. faire attention aux Oui, glucides, ouais, aux pardon. glucides. Oui, c'est ça. Ouais, non, Excuse-moi. t'inquiète, Ouais, on avait faire compris, attention aux t'inquiète, glucides. C'est ça. t'inquiète. Vas-y, Vincent.
Non, c'était juste pour Ah, je crois reprendre que tu avais une le question, truc excuse. glucides. Non. Ah, ok, non, t'inquiète, y a aucun problème. Mais écoute, je pense que c'était assez, un peu technique, mais je pense que tu as réussi à bien vulgariser, donc merci, c'était top. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le pratique. Qu'est-ce que tu conseillerais au quotidien, du coup, pour un athlète d'endurance, au niveau alimentaire, à mettre en place? Il y avait vraiment des piliers à respecter. Déjà, j'imagine le déficit calorique à éviter. C'est quoi un petit peu ta clé de voûte un petit peu au niveau alimentaire au quotidien? Je ne parle pas forcément sur un événement, une compétition, mais vraiment dans l'entraînement quotidien. Au quotidien, déjà, ça va être de faire attention à l'apport calorique parce que généralement, les sportifs d'endurance peuvent avoir du mal à atteindre leurs besoins quotidiens. Dès lors que la dépense va être importante, ça va être compliqué. Les athlètes d'endurance à haut niveau, je pense aux marathoniens, aux ultra-trailers, la dépense calorique, elle peut vite être à 4000, 5000, 6000 calories. Je pense aux cyclistes aussi, les cyclistes qui ont des grosses dépenses où ça peut monter par exemple jusqu'à 8000 cales pendant le Tour de France. Donc forcément, c'est des demandes caloriques qui sont difficiles à atteindre et donc il faudra vraiment être rigoureux là-dessus. Donc ça, c'est la première chose, c'est faire attention à l'apport calorique. Pas avoir peur de manger et pas se comparer parce que généralement, on va aller se comparer à son voisin qui lui fera pas du tout la même activité et donc ce sera pas du tout comparable. Deuxièmement, ça va être de vraiment faire attention à l'apport glucidique. C'est vraiment le nerf de la guerre en endurance, c'est faire attention à son apport en glucides. Je dis pas de manger n'importe quel glucide, bien sûr, ça va pas être de bouffer du sucre pour bouffer du sucre, mais de faire attention quand même à avoir une alimentation à prédominance glucidique. Là où pour quelqu'un de sédentaire, les glucides vont représenter à peu près 45-50% de l'apport énergétique total, pour le sportif d'endurance, ça va être entre 50 et jusqu'à 60, voire 70% à l'approche des compétitions. Donc voilà, faire attention à ça parce que en optimisant l'apport glucidique au quotidien, eh bien, on optimise nos réserves en énergie et in fine, on est plus performant et on récupère plus vite. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et également l'hydratation, ça c'est sûr et certain. Hein, le glycogène notamment est stocké avec de l'eau dans le muscle. Hein. Un gramme de glycogène est stocké avec 3 grammes d'eau, pour donner l'exemple. Et quelque chose sur lequel je mettrai une grosse vigilance également, c'est sur les protéines, parce que les sportifs d'endurance ont tendance à penser que les protéines, c'est pour les mecs qui font de la muscu, mais en fait, quand on est sportif d'endurance, on a quand même des besoins importants en protéines, de par déjà l'utilisation à des fins énergétiques. À l'effort, on va oxyder des acides aminés pour assurer justement la production d'ATP quand on va manquer d'autres substrats, notamment de glucides. Et puis, on a aussi des micro-lésions musculaires, donc ça, c'est d'autant plus significatif lorsqu'on fait de la course à pied et surtout du trail avec les impacts en descente qui vont finalement engendrer une perte de protéines. Donc voilà, pour donner un ordre de comparaison, les protéines chez quelqu'un de sédentaire, aujourd'hui, les recommandations, c'est 0,83 grammes par kilo de poids de corps. Pour l'athlète d'endurance, on va essayer d'être entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo de poids de corps. Ok, ce qui est quand même énorme. Hein. Enfin, il faut que les gens s'en rendent compte parce que par exemple, un steak haché, par exemple, c'est combien de grammes de protéines? À peu près C'est à peu près 20 10 et grammes. 15, 20 grammes, Ouais, ouais, non, ok. ouais, une vingtaine de grammes. Par contre, l'œuf, alors l'œuf, c'est une super source de protéines, mais j'aime bien donner l'exemple de l'œuf parce que dans un œuf, il y a que à peu près 6 grammes de prot, ce qui est pas énorme. Donc voilà, faut faire attention à ça, à apporter assez de protéines et pas avoir peur d'en mettre parce que généralement, on est un petit peu en dessous dans les sports, enfin, chez les sportifs d'endurance. Super. Moi, du coup, je reviens par rapport à ton déficit calorique du début dont tu as parlé. Est-ce que tu as un tips? Parce que moi, par exemple, tu vois, ça m'arrive, par exemple, je vois que par exemple, allez, j'ai fait un effort, j'ai éliminé 1000 calories, par exemple, mais par contre, j'ai aucune notion de la calorie. Genre, j'arrive pas quand j'ai une assiette à me dire, ben, cette assiette, elle correspond à tant de calories. Est-ce qu'il y a un tips que tu pourrais nous donner pour qu'on se rende compte de la calorie que je peux avoir dans mon assiette? Je sais que c'est dur comme la protéine, il y a des choses qui sont à savoir, mais est-ce que tu as quand même quelque chose d'assez simple et intuitif pour nous aider au quotidien? Quand on n'a aucune notion en diététique, c'est difficile. La meilleure façon de savoir combien il y a de calories dans ton assiette, à la limite, c'est de compter tes calories. Ça peut être un Ok, exercice ponctuellement, hein, tu vois, tu prends ton assiette, tu rentres dans une application et puis ça te dit combien de calories, combien de glucides, combien de protéines il y a. Tu essaies de ok. visualiser un petit peu et du coup, les prochaines fois, tu reproduis. Ça peut être possible. Après, pour être sûr de manger Mais assez, globalement, je dirais de surveiller un peu son poids pour être sûr que ça descende pas. Et puis se fier aux sensations, mais en faisant attention un petit peu quand même, parce que dès lors que tu vas faire un effort qui est intense, tu vas avoir une production de certaines hormones. Je pense notamment à certains peptides qui
sont anorexigènes et qui vont couper la faim. Donc après l'effort, tu peux avoir tendance à avoir une réduction de la faim. Mais quand tu es un Ok. mangeur à peu près régulier, tu rééquilibres sur le reste de la journée. Et, voilà, je dirais de surveiller le poids finalement, l'équilibre dans l'assiette. Et après, de toute façon, de façon globale, l'équilibre il se fait sur la semaine. Il se fait même pas sur un repas ou sur une journée. Tu peux pas toujours être à l'équilibre, c'est pas possible parce que d'un jour à l'autre, ta dépense elle va changer et puis tu vas pas forcément manger euh, tout ce que de façon égale à ce que tu vas dépenser. Ça va parfois être au-dessus, en dessous, quoi. Ok. Bertrand, Et quand vas-y. tu dis que tu te réfères au poids, du coup, tu conseilles en fait qu'on se pèse avant l'activité et après l'activité, et en fonction de ça, tu peux définir en fait la calorie. Non, ça peut être pas mal pour tester l'hydratation. Mais quand je parle du poids, je parle plutôt au quotidien. Tu vois, te peser, je sais pas, une fois par semaine pour voir comment ton poids évolue et s'assurer qu'il descende pas quand tu vas augmenter notamment la charge, quoi. Ok. Ok. Et Et par donc, du coup, exemple, pour l'hydratation, qu'est-ce que ça te donne? L'hydratation, le fait de se peser avant et après, ça te permet de faire la différence et de voir quel pourcentage de poids tu as perdu. Et ça te donne une indication sur ce qu'il faudra que tu compenses en phase de récupération. Généralement, on essaye de compenser une fois et demie ce qu'on a perdu parce qu'après l'effort, on se réhydrate un peu moins bien parce qu'il y a une reprise de la duresse. Donc en fait, on va avoir tendance à beaucoup plus uriner. Donc ça te donne un indicateur sur ça. Et puis si aussi tu transpires beaucoup parce qu'on est tous différents par rapport à ça. Certains vont transpirer énormément, d'autres non. J'avais fait un test justement pendant le stage Nutri-Trail l'an dernier. On avait fait une sortie de 3 heures et je leur avais tous fait la double pesée. Et après, il y en avait qui avaient perdu 200 grammes. Et alors, tout le monde avait bu la même chose. On avait fait des exercices Mhm. d'hydratation pendant, donc on avait vraiment travaillé dessus. Certains avaient perdu 200 grammes, et puis t'en avais qui avaient perdu 2,5 kg, quoi. Donc ça montre quand même qu'on se déshydrate pas tous de la même façon, et que certains sont quand même plus sujets à la déshydratation. Et ok. ton avis sur les impédances mètres? Ça peut être un bon outil, mais attention à quelle impédance mètre on choisit, quoi. Justement, Eh si tu oui. prends une balance à 100 euros dans le commerce, elle sera sûrement pas fiable. Moi, j'ai justement un appareil qui coûte aujourd'hui 5 000 euros et qui est vraiment ce qu'il y a de plus fiable après le DEXA. Le DEXA qu'on va trouver surtout dans les hôpitaux, les centres médico-sportifs et qui lui va permettre d'avoir un balayement au rayon X. Donc ça, c'est vraiment plus précis. Mais le problème des balances impédance mètre aujourd'hui, c'est que déjà, généralement, elles prennent juste le bas du corps. Donc en prenant juste le bas du corps, ça nous donne pas une indication correcte sur le corps total. Parce que je prends l'exemple des femmes. Les femmes, généralement, on va avoir tendance à avoir beaucoup plus de masse grasse en bas. Donc ça ne donnera pas une indication sur ça. Et puis généralement, les balances connectées comme ça, elles te donnent pas la répartition aussi au niveau hydrique entre ton milieu intra et extracellulaire, ce qui pourtant peut être important à voir parce que tu peux être bien hydraté en pourcentage, genre avoir 60% d'hydratation, mais être en déshydratation extracellulaire et surhydratation intracellulaire parce que soit tu vas boire trop, soit tu vas boire pas assez, soit tu vas apporter pas assez d'électrolytes, de glucides, etc. Donc ça a sa limite. Ça peut être bien pour voir l'évolution parce que généralement tu vois quand même toujours une évolution, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Ce qu'il y a de plus fiable, c'est d'avoir un impédance mètre qui est un petit peu plus cher, mais bon, tout le monde ne peut pas se le procurer, ou alors d'aller le faire ponctuellement. Moi, les athlètes que j'ai en visio, des fois, ils vont se faire 1 à 2 fois par an une analyse dans un centre spécial où justement ils font une analyse complète au niveau analyse corporelle, quoi. Super. Du Et coup, tu finalement, disais. Ouais. Vas-y, vas-y. quand tu construis ton assiette, du coup, tu te réfères surtout aux calories ou finalement tu vas plutôt te référer aux qualités protéines, glucides, lipides. Comment toi tu vois la construction d'une assiette? Ça dépend de l'objectif du sportif. Et puis globalement, moi, dans ma pratique et dans ma prise en charge, je vais très peu faire un gros focus sur le total calorique. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'ai quelqu'un, que je fais une analyse nutritionnelle, tu vois ce qui déconne, hein. Même quelqu'un qui veut perdre du poids, tu vois ce qu'il faut changer dans l'assiette. Donc souvent, il n'y a pas besoin de faire les répartitions alimentaires avec des calories, avec des grammes, etc. En changeant quelques trucs, tu y arrives facilement. Donc ça dépend de l'objectif. Je le fais ponctuellement quand, par exemple, j'ai pas de résultat et que je comprends pas, parce que parfois il peut y avoir une grosse différence entre ce que le patient te dit et ce que toi tu perçois, et ce qui est vraiment la vérité. Ou alors quand il faut faire attention justement pour pas perdre de poids. Ponctuellement, ça peut être intéressant de faire attention à ça. Mais je vais plutôt faire attention à la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette, quoi, et à la bonne répartition en macronutriments et atteindre les besoins en micronutriments. Ok.
Et après, tu parlais des glucides tout à l'heure. Tu disais de prendre des bons glucides. C'est quoi pour toi des bons glucides du coup pour le sportif d'endurance? Quand je dis des bons glucides, c'est parce que, tu sais, parfois on interprète ce que je dis en mode, oh, elle a dit qu'on pouvait bouffer du sucre, bah vas-y, on va manger n'importe quoi. En Ok. gros, en dehors des entraînements, faire attention à avoir des glucides après, enfin, une prédominance en glucides à un index glycémique bas, donc des pâtes, du riz, des pommes de terre, du quinoa, de la patate douce, ce que tu veux, mais plutôt des glucides à IG bas. Et à l'effort, on va le voir juste après de toute façon, mais avoir plutôt des glucides à index glycémique élevé qui seront plus rapidement assimilés et disponibles. Euh, c'est pas grave d'avoir des glucides à index glycémique élevé au quotidien tant que c'est pas prédominant. Et en fait, la chose sur laquelle il faut relativiser aussi, c'est que ce qui va faire varier ton index glycémique, c'est le bol alimentaire total. C'est-à-dire que si tu manges des sucres rapides de façon isolée ou avec d'autres aliments, des graisses, des fibres, des protéines, finalement, ça va pas être assimilé de la même façon et ça va pas avoir le même impact sur ta glycémie. Donc ça, c'est à relativiser aussi. Ok. Du coup, t'as dit un petit peu éviter le déficit calorique. Tu parles aussi de avoir quand même faire attention aux glucides. Tu parles de l'hydratation. Au niveau de l'hydratation aussi, on entend beaucoup de choses. On entend aussi parler du sel, qu'il faut essayer qu'il y a des pertes en sel, qu'il faut les compenser. Quelques conseils que je donnerais un petit peu au niveau de l'hydratation pour optimiser un petit peu. Et est-ce qu'il y a aussi des tests pour se rendre compte si on est en déshydratation ou pas? Tu parles de se peser avant, après, c'était intéressant. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres aussi à nous donner? Ouais, alors ça, il y a la double pesée qui peut être très intéressante et l'autre chose qui est la plus facile à mettre en place, c'est de regarder la couleur de ses urines tout simplement. Faire en sorte Ok. que ses urines soient plutôt claires. Attention, quelqu'un qui a les urines toute la journée transparentes, ça peut témoigner d'une surhydratation, ce qui est pas forcément bon non plus. Donc il y a pas besoin que l'urine soit transparente. On a souvent l'idée qu'il faut uriner totalement transparent pour bien être hydraté, mais non, si c'est jaune clair, c'est très bien aussi. Donc voilà, faire attention à ça, écouter sa soif aussi, répartir l'hydratation sur la journée pour avoir une bonne absorption Hmm. au niveau intestinal. Et puis en faisant ça, on sera déjà bien, quoi. Après, c'est sur l'entraînement qu'il faudra soigner aussi. Des fois, on entend qu'on assimile que 0,5 litres par heure. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que enfin, c'est du bullshit? Est-ce que tu as un avis sur ça ou pas? C'est limité au niveau de la vidange gastrique et au niveau de l'absorption intestinale. Donc au niveau de la vidange gastrique, ce qui va faire varier cette dernière, ça va être le volume hydrique. Dès lors que tu vas consommer des grosses boissons, enfin des grosses quantités de boissons, pardon, ça va stagner dans l'estomac. Alors après, c'est personne dépendante, c'est-à-dire que certaines personnes, ça va être 1 demi-litre et d'autres arriveront à boire 1 litre, voire 1,5 litre par heure et pas avoir de soucis, quoi. Et pareil, au niveau de l'absorption Ok. intestinale, ça va être personne dépendante. Je pense que globalement, on peut se donner une fourchette entre 500 millilitres et 1 litre, mais ça peut être facilité. Par exemple, l'absorption intestinale peut être facilitée par la présence de sodium ou de glucides qui va aider à passer la barrière intestinale, plutôt que prendre juste de l'eau pure, par exemple. Donc on peut donner une fourchette. Je pense pas qu'on peut donner une valeur précise, mais une fourchette entre 500 et 1000 millilitres, quoi. Ok. Là, tu parles de sodium du coup, parce que moi, j'avais fait un post sur le sel, je t'avais identifié notamment, et j'ai eu beaucoup de commentaires. On m'a parlé du sel de Guérande, donc apparemment, il fallait du sel de l'Himalaya. Enfin, du coup, je t'avoue que moi, c'est pas du tout ma spécialité. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il faudrait en fait pour justement chercher le bon sodium à l'intérieur? Enfin, on pinaille après, hein. Que tu prennes ton Ah sel ouais, dans l'Himalaya ouais, tu penses que ou c'est à bon? Ouais, je sais Guérande. pas, j'en sais rien. Ah Moi, j'ai vu ouais, ça, j'ai dit, ah ouais, je non. sais C'est pas. les lobbies Après, qui sont venus te chercher, Pams. Les ah lobbies ouais, sont Oui, non, mais arrivés, ouais. j'étais clairement. perdu. Les J'ai lobbies de dit, ah ouais, Guérande, non, mais là. c'est quoi ça? On m'a dit d'éviter la baleine Non, parce qu'apparemment, il y a pas mal de produits chimiques à l'intérieur. Ce que j'ai reçu ouais, comme non. message, je place. Franchement, on pinaille. Après, je dirais que c'est les goûts de chacun, hein. Par contre, le sel Ok, iodé, tu vois, tu parlais de la baleine. Justement, la baleine, ils font du sel iodé qui peut être pas mal. Bah, généralement, le sel iodé, on le retrouve enfin, dans le commerce, c'est surtout la baleine qui fait ça. Ça peut être pas ok, mal chez les personnes qui consomment pas beaucoup de produits riches en iode, justement, bah, pour combler les besoins en iode et éviter les problèmes au niveau thyroïdien, quoi. Donc ok. voilà, mais sinon, voilà, je pense pas que ça va impacter ta vie si tu prends du sel de Guérande, du sel d'Himalaya ou du sel de table, quoi. Ça marche, Globalement. nickel. Écoute, c'est parfait alors. Mais maintenant qu'on a vu un petit peu comment tu constitues au quotidien un petit peu ton assiette, moi j'avais plus des questions maintenant par rapport vraiment à l'effort. Comment tu répartirais un petit peu, tu as un effort par exemple, je sais pas, à 18 heures, comment tu vas mettre en place tes repas autour, que ce soit avant, pendant et après, qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour justement ça? Pour optimiser l'alimentation autour de l'entraînement, Ouais, avant, ça va dépendre.
en fonction de quand tu places ton repas avant. Par exemple, si tu prends une collation à 15h ou à 17h30, la composition sera pas la même. Plus tu vas t'approcher de l'heure de l'entraînement, plus tu vas essayer que la collation soit pauvre en fibres alimentaires pour éviter le risque de troubles digestifs. Et puis, pareil, en fait, tu vas essayer d'avoir quelque chose de digeste à mesure que tu te rapproches du début de l'effort. Donc plutôt des sucres Ok. à IG moyen typiquement ou haut hein, si tu es vraiment proche de l'effort et puis peu de fibres. Genre 2h30, 3 heures avant, tu peux te prendre je sais pas un porridge, du pain complet avec du fromage frais ou du miel, un truc comme ça et puis si tu prends un truc une demi-heure avant, tu peux très bien te faire un smoothie par exemple. Ça va être assimilé beaucoup plus rapidement donc tu n'auras pas de besoin de digestion au moment où tu vas commencer l'entraînement. Et puis après, ce qui va être important, ça va être 3 choses. Déjà, bien se réhydrater, parce que forcément, il y aura toujours un déséquilibre hydrique pendant l'entraînement. Généralement, on va perdre plus d'eau que ce qu'on va consommer. Ça, c'est d'autant plus significatif lorsque l'effort est long, enfin, à mesure que l'effort dure, quoi. Autre chose, Ok. et la plus importante, ça va être de recharger les réserves en glycogène. Pareil, plus l'effort a été long et intense, plus tu auras déplété ton stock de glycogène et donc plus il faudra resynthétiser ça. La resynthèse du glycogène, elle met entre 24 et 48 heures pour être resynthétisée totalement, en gros. Si on part d'une déplétion totale et qu'il faut resynthétiser 100% de ton glycogène, c'est entre 24 et 48 heures. Et ça va être impacté par 3 choses. Par la quantité de glucides que tu vas ingérer après l'effort, forcément, hein, c'est glucides dépendant, j'ai envie de dire. Par le timing, c'est-à-dire que plus tu consommes des glucides tôt après l'entraînement, plus tu vas resynthétiser de glycogène parce qu'après l'effort, tu as une sensibilité accrue à l'insuline. Et également la nature des glucides. Plus tu vas consommer des glucides à IG haut, plus tu vas avoir l'insuline et plus tu vas stocker de glucides. Donc voilà, ça va être ça. Ça va être essayer d'avoir des glucides rapidement après l'effort. En quantité suffisante et puis de nature index glycémique élevé. Bien sûr, je vais pas conseiller la même chose pour quelqu'un qui va aller se taper 4 heures de vélo ou pour quelqu'un qui va aller courir une demi-heure à basse intensité. Ouais, bien Normalement, sûr. pour quelqu'un qui va courir 30 minutes à basse intensité, il n'y aura pas forcément besoin de faire ça. Puis ça va également varier en fonction de ton volume d'entraînement. Quelqu'un qui va avoir une grosse charge horaire devrait être très rigoureux par rapport à ça parce que si ses réserves en énergie et notamment en glycogène ne sont pas optimisées, potentiellement, il va commencer l'entraînement d'après, il sera pas dans les meilleures dispositions énergétiques. Voilà. Pour quelqu'un qui va s'entraîner 3-4 fois par semaine, à plutôt moyenne basse intensité, je dirais qu'il n'y a même pas forcément trop besoin de faire attention à ça parce que le délai il sera suffisant entre les 2 entraînements pour avoir une resynthèse optimale, quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Attends, je sais qu'il y a quand même des gens souvent qui se mettent un petit peu à la course pour perdre du poids. Tu vois, pas dans quelque chose de performance, mais plus sur la perte de poids. On a parlé tout à l'heure de faire attention au niveau calorique, à bien manger. Et justement, est-ce qu'il y a des conseils pour ces gens-là que tu pourrais leur donner pour éviter de se blesser? Parce que justement, eux, ils vont chercher à pas beaucoup manger. Ils vont chercher au contraire à s'entraîner davantage. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là qui sont qui essayent de perdre du poids et justement de courir et d'avoir une activité physique pour essayer de se dire, ben, ça va me permettre de fondre plus facilement. De mettre un déficit calorique en place, mais minime en fait, de l'ordre de 10 à 15%. Donc en fait, quand on cherche à perdre du poids, on réduit pas drastiquement l'alimentation. On réduit modérément pour déjà éviter les grosses sensations de faim, pour éviter de trop se priver et puis pour éviter de perdre beaucoup de muscles et de flotte en fait. Pourquoi on dit que les régimes marchent pas? Parce que déjà tu reprends pas parce que les régimes marchent pas, parce que derrière tu vas induire des frustrations, donc potentiellement tu vas plus manger après, et puis parce que tu vas te réhydrater, donc en fait tu vas reprendre l'eau que tu auras perdue. C'est facile hein, de perdre 4-5 litres d'eau, hein. Il y a qu'à voir les sportifs, dans les sports de Boxeur. combat, voilà, avant les combats, ils perdent facilement 6-7 kilos, c'est de la flotte, hein. Donc l'eau c'est facile à perdre, mais le but c'est de perdre justement de la masse grasse quand tu cherches à perdre du poids. Donc je dirais que déjà mettre un déficit modéré et puis en fait être patient quoi. Faut pas être pressé dans la vie. Tu peux pas avoir des résultats rapides et solides en fait. Il faut accepter que ça prenne un petit peu plus de temps et puis ce qui te permettra derrière de pouvoir avoir l'énergie à l'entraînement parce que si ton déficit calorique est trop important, tu vas t'entraîner avec une plus faible disponibilité énergétique et donc tu augmentes le risque de blessure parce que si tu t'entraînes avec tes stocks de glycogène vides par exemple et que tu fais de la haute intensité, ton organisme a quand même besoin d'énergie rapidement disponible. Alors il peut aller puiser dans les lipides, mais on sait qu'à haute intensité, les lipides, c'est pas prédominant. Donc, en fait, tu vas devoir baisser l'intensité. Et puis, tu vas aussi aller puiser dans tes protéines pour dégrader des protéines en acides aminés, oxyder ces acides aminés-là, et puis produire de l'ATP. Donc, en fait, ça, on veut l'éviter parce que le but, c'est de pas utiliser des protéines pour limiter le risque de blessure et de fonte musculaire.
Donc voilà, voici globalement les conseils que je pourrais Ok. apporter. Et du coup, par Et rapport à... du, Vas-y, Vanessa, vas-y. et du coup, après l'effort, tu disais sur des posts qu'il y avait une fenêtre physiologique. Qu'est-ce que tu conseilles du coup, une boisson d'après effort? Quels sont tes conseils pour profiter de cette fenêtre? Ouais, alors, juste, je vais nuancer un peu cette fenêtre anabolique là. Elle est significative pour les glucides, comme je l'ai dit, hein, ça va dépendre du timing. Pour les protéines, on se rend compte qu'elle est un petit peu plus longue, et en fait beaucoup plus longue, parce qu'on a souvent l'idée que dans les 30 minutes à 1 heure après l'effort, il faut consommer des Faut le protéines shaker. pour... voilà, c'est Ouais. ça. Le truc, c'est que bah, quand tu regardes les études, et je pourrais vous montrer des graphes, hein, quand tu regardes les graphes, tu te rends compte que les synthèses protéiques, elles restent élevées jusqu'à 24 à 48 heures post-effort, quoi. Alors bien sûr, à Ok. mesure que tu es entraîné, cette fenêtre-là, elle diminue. Mais même je prends un athlète entraîné en musculation, cette fenêtre-là, elle va être quand même de 4 à 6 heures. Donc en fait, il Ah, faut c'est qu'une relativiser fenêtre un en peu fait. cette fenêtre-là. Voilà, c'est ça. Ça va être plus significatif pour les glucides en l'occurrence. Les protéines, ce qui va surtout jouer, c'est ton total protéique sur la journée, plus que le timing nutritionnel. Et du coup, je ne sais plus quelle était ta question initiale. La boisson, je Non, crois, c'était la non? boisson Ah d'effort, ouais. oui, ta Enfin, boisson. il y a Ok. faire la boisson d'effort, la boisson post-effort. Ouais, la boisson post-effort, bah, déjà avoir de l'eau, du sodium, des glucides, et puis si l'effort a été euh, un peu long, des protéines, parce que tu en auras utilisé un petit peu, quoi. Ok. Ok. En quelle quantité à peu près tu mettrais, par exemple, sur 1,5 litre d'eau, par exemple, tu mettrais quoi à Euh, l'intérieur? Pour avoir une idée alors à peu déjà, près schématique, je demande pas. ouais, pour le ratio protéines-glucides dans les sports d'endurance, moi je ferais un ratio de 4 pour 1 ou 3 pour 1 au niveau glucides et protéines. Donc 4 glucides pour une protéine. Donc Ok. pour une boisson de 750 à 1 litre à peu près, tu vas mettre pour une gourde, j'aime bien prendre une gourde, c'est plus simple généralement. Tu vas mettre 40 grammes de glucides et puis 10 grammes de protéines, quoi. Tu mets quoi Et comme puis glucides, par exemple? Par exemple, tu mets quoi comme type de glucides? Tu mets du miel, je sais pas, tu mets du sirop d'agave, hein, tu mets bah quelque chose alors en particulier? soit tu prends une boisson du commerce, et en l'occurrence c'est souvent des glucides rapides, soit bah tu Hmm. fais toi-même. Ça peut être du jus de raisin par exemple, ça peut être du miel. Le miel c'est un index glycémique intermédiaire. Sinon tu peux mettre de la maltodextrine. La maltodextrine aussi, attention, parce qu'en fonction de l'hydrolyse que ça a subi, ça peut avoir un index glycémique élevé ou faible. Donc faut faire attention à ça. Toutes les marques ne le renseignent pas, mais faut faire attention à ça. Alors, en post-effort, on veut des glucides rapides, donc faut faire attention à ça. Euh, donc Et en voilà, globalement, post-effort, c'est... excuse-moi, du coup, tu conseillerais combien de grammes sur un effort de, allez, on va dire de 1 heure et demie d'endurance où tu as couru? Tu conseilles à peu près, bah, après ça dépend de l'intensité, j'imagine bien, mais tu conseilles c'est... combien de glucides à peu près? En fait, je peux pas t'apporter une réponse exacte parce que ça va dépendre de ton volume d'entraînement, de quand sera le prochain repas, de quand sera le prochain entraînement. Parfois, tu peux faire un effort d'une heure et demie, mais t'as pas forcément besoin d'avoir une boisson de récupération derrière parce que ton prochain repas est dans 1 heure et puis que ton prochain entraînement est dans 1 jour ou 2 jours, donc il y a pas forcément besoin. Donc, je peux pas forcément t'apporter de réponse, mais en l'occurrence, je dirais qu'une vingtaine ou une trentaine de grammes de glucides, ça devrait suffire. Mais tu vois, ça va dépendre aussi de ce que tu as consommé pendant l'effort, de l'intensité aussi. Si tu t'entraînais Ouais. à basse intensité, ou alors si tu as fait des intenses pendant la séance, tu n'auras pas utilisé la même proportion de glucides. Est-ce Et qu'il y a un rapport excuse-moi juste Pierre, après je te vas-y, laisse la vas-y. main. Est-ce qu'il y a un rapport entre les calories que tu dépenses et par exemple, je sais pas, je dépense par exemple 1000 calories dans ma séance. Est-ce que je peux me dire, il y a un pourcentage par exemple où je me dis, ben, j'ai consommé tant de glucides. Est-ce que ça, il y a un chiffre qui existe, une formule magique ou est-ce que ça n'existe pas du tout, c'est impossible? Euh, Au repos, on sait que globalement, l'oxydation des protéines, c'est à peu près 15%, et puis le reste, ça se répartit plutôt kiff-kiff entre glucides et lipides, un peu plus de lipides. À l'effort, ça va varier. Ça va varier en fonction de l'intensité, en fait. C'est Mm. c'est un peu deux courbes qui vont se croiser. En gros, à basse intensité, tu vas utiliser plus de lipides et pas vraiment beaucoup de glucides. Et puis à mesure que tu vas augmenter l'effort, tu vas utiliser plus de lipides, plus de glucides, pardon, et moins de lipides, avec un point de croisement qui est à peu près situé à 65% de VO2 max. Donc en gros, à 65% de VO2 max, au-delà, tu vas utiliser plus de glucides et moins de lipides. Et ce point de croisement-là, tu peux le faire varier avec plusieurs choses, l'alimentation, et puis surtout l'entraînement. C'est le but de l'entraînement, en fait, de décaler ce point de croisement de sorte à être capable de maintenir des plus hauts niveaux d'intensité en utilisant plus de lipides.
Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas te donner vraiment de réponse parce que finalement, ça va dépendre de chacun et de beaucoup d'éléments contextuels. Bien sûr, merci en tout cas, c'était cool. Merci. Pierre, vas-y. Et oui, je voyais que tu séparais sur le choix des boissons d'effort en fonction de la durée de l'effort. Bon, c'est pareil, c'est des fourchettes, hein, on est d'accord. Que sur un effort plutôt court, tu conseillais des boissons avec électrolytes simples. Et sur un effort qui était plus long, plutôt une boisson isotonique. Est-ce que tu peux nous parler Déjà un nous peu de ça? définir ce que c'est. Ouais. On peut faire déjà la différence entre boisson isotonique et boisson isotonique et puis électrolyte parce que souvent les gens font un peu l'amalgame entre les deux. Moi, quand je demande aux sportifs que je reçois quelle boisson d'effort ils utilisent, ils me disent ah bah moi je prends la boisson en tablette là à dissoudre machin, sauf que ça justement c'est des électrolytes généralement et ça ne contient pas de glucides. C'est ça la grosse différence déjà, c'est que les électrolytes ça va contenir des électrolytes, donc les électrolytes c'est des minéraux, du sodium, du potassium, du magnésium, du calcium. Parfois, dans les compléments d'électrolytes, on ajoute certaines vitamines, mais ça va pas contenir de glucides ou alors vraiment très peu. Ça va être genre 4 grammes de glucides par tablette, quoi. Différence avec la boisson isotonique. Donc, boisson isotonique, en gros, isotonique, c'est à même concentration, finalement, que le sang, au niveau des particules. Hypotonique, ça va être à concentration moins élevée et hypertonique à concentration plus élevée. Les particules, on parle en gros des sels minéraux et puis des glucides. La boisson hypotonique par excellence, ça va être l'eau. Et puis une boisson hypertonique, ça va être par exemple un soda ou une boisson très très sucrée, quoi. En gros, la concentration en glucides d'une boisson, ça va faire varier la tonicité de cette dernière et ça va impacter notamment la vidange gastrique et l'absorption au niveau intestinal. Donc la différence, voilà, c'est que la boisson isotonique, elle va t'apporter des glucides contrairement aux électrolytes. Donc quand tu vas faire un effort de courte durée intense, tu peux apporter que des électrolytes. Ça peut être d'ailleurs intéressant parce que tu n'as pas forcément besoin d'apport énergétique et d'apport glucidique parce que la durée de l'effort ne le nécessite pas. Mais tu peux transpirer beaucoup, perdre quand même de l'eau et des minéraux. Et donc les électrolytes, ça peut être intéressant. Dès lors que l'effort va durer un petit peu, généralement, voilà, on donne la limite d'1 heure et demie à peu près. Au-dessus d'1 heure et demie, on commence à intégrer un peu des glucides, donc entre 30 et 60 grammes à peu près. Et puis, les recommandations varient en fonction des données qu'on a, mais au-delà de 2h30, on peut apporter 90 grammes de glucides, voire plus. Certains athlètes, notamment en ultra-trail, arrivent à consommer 120 grammes de glucides par heure sur plusieurs dizaines d'heures en entraînant le système digestif, parce que pareil, ça se travaille. Il y a l'oxydation des glucides est limitée. C'est-à-dire que voilà, le glucose, par exemple, le taux d'oxydation, c'est 1,1 gramme par minute à peu près. Ce qui fait qu'on peut oxyder que 60 à 70 grammes de glucose par heure. Le fructose, ça va être 30 grammes par heure. Donc, globalement, on peut se dire, on peut consommer que 90 grammes de glucides par heure. Sinon, ça stagne dans l'intestin. Mais avec l'entraînement, on arrive notamment à créer plus de transporteurs de glucides au niveau intestinal et donc à absorber plus de glucides. Ce qui est du coup positif parce que plus de glucides égale plus d'énergie disponible et donc on préserve davantage les stocks en glycogène. Du coup, quand tu dis entraînement, c'est le gut training dont tu parles, où tu vas du coup t'entraîner à manger pendant la course? Alors, je parle du gut training, ouais, tout à fait, et je parle de l'entraînement globalement en endurance, parce que l'entraînement en endurance améliore, on le sait, les capacités mitochondriales, oxydatives, mais aussi cet aspect-là d'amélioration au niveau transporteur membranaire, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y aurait un intérêt à, par exemple, manger? Par exemple, je mange, je sais pas, à midi, je vais manger des pâtes avec, allez, je me fais peu importe, une protéine. Et derrière, je me dis, je me force et je vais aller courir, je vais enchaîner pour essayer justement d'habituer mon transit à justement, allez, on va dire, à absorber un petit peu ce que j'ai pris et à essayer de courir normalement. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça ou est-ce que c'est complètement débile? Ouais, il y a un intérêt à faire ça. Ça fait partie du gut Ok. training en fait. Le gut training, on peut le pratiquer de bien des manières. Consommer des grosses quantités de glucides, manger une grosse assiette avant l'entraînement, ou alors consommer des gros volumes hydriques, quoi. Tu vois, certains athlètes des fois, moi je vois sur les réseaux qui se filment là, notamment des athlètes à haut niveau en trail, qui vont se faire des entraînements où ils vont boire 1,5 litre par heure, ils vont courir, ils vont faire des intensités derrière pour habituer justement le tube digestif. C'est sûr que tu ne peux pas t'entraîner toute l'année en consommant en buvant que de la flotte, et puis te pointer sur ta course et dire, ouais, vas-y, je vais consommer 90 grammes de glucides par heure, et puis je vais manger toutes les 30 minutes et machin. C'est pas possible. C'est pas possible parce que t'es pas entraîné. Ça te viendrait pas l'idée d'aller courir une course avec des chaussures que t'as pas testées. C'est un peu le même principe. J'aime bien donner cet exemple, mais en fait, c'est ça, quoi. Et du coup, tu parlais aussi,
tu parlais aussi justement enfin, moi j'avais vu un de tes podcasts, tu parlais de l'entraînement à jeun. Tu disais que c'était peut-être pas, moi je ne vais pas parler à ta place, mais qu'est-ce que tu penses du coup de l'entraînement à jeun? Parce que du coup, c'est un L'entraînement, petit peu l'opposé, parce que moi j'avais l'impression, tu vois, il y avait une utilité de faire l'entraînement à jeun parce que tu vas être justement un petit peu en déficit à un moment dans ton travail et que justement de travailler un peu en difficulté énergétique, ça allait justement t'apporter quelque chose, tu vois. Donc c'est quoi du coup ton avis sur la question? euh, pour moi, cette réflexion-là, c'est à peu près la même que genre, je me prive de sommeil parce que je vais passer une nuit dehors en ultra ou je me prive d'eau parce que je vais être déshydraté. Ok. Ta capacité à utiliser tel ou tel substrat et à te trouver un moment en déficit énergétique, bah, tu vas le travailler notamment avec l'entraînement en endurance. Mais l'entraînement à jeun va très peu faire varier ça au final. Alors après, il y a certaines stratégies de manipulation glucidique qui sont utilisées justement à ces fins-là, à des fins d'essayer d'augmenter la part d'utilisation des lipides. Mais moi, pour m'être beaucoup renseigné là-dessus, on se rend compte que l'entraînement à jeun seul n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace, dans un but notamment d'amélioration des performances. Parce que attention, je fais la nuance, oxyder plus de lipides, ça veut pas dire être plus performant. Et même sur du long. Tu le vois par exemple avec les régimes cétogènes. Aujourd'hui, en 2024, on peut pas dire que les régimes cétogènes soient l'allié de la performance parce qu'en fait, oui, un régime cétogène ou bas en glucides de façon générale, ça va te permettre d'oxyder plus de graisse, mais ça se traduit pas par une augmentation des performances. L'entraînement à jeun, ce qui semble plus efficace d'un point de vue performance et amélioration de l'utilisation des lipides, ça va plutôt être les stratégies sleep low, donc c'est-à-dire faire un entraînement intense la veille au soir, pas recharger en glucides et puis t'entraîner à jeun le lendemain. Alors, les théories de pourquoi ce serait plus efficace, c'est sûrement que tu as une plus grosse déplétion glycogénique, donc des plus grosses adaptations. C'est-à-dire que ton glycogène musculaire, il est davantage déplété, quoi. Là où après une nuit de jeûne, par exemple, tu fais un entraînement à jeun, alors certes, tu vas peut-être être un peu en hypo, mais en fait, après une nuit de jeûne, c'est surtout ton foie qui aura relargué du glucose dans ton sang pour maintenir la glycémie et sans doute que tes concentrations en glycogène musculaire, elles seront identiques. Elles auront pas trop varié, donc tu vas pas vraiment t'entraîner à glycogène bas, en gros. Donc voilà, ce qui semble plus efficace, c'est ça. L'entraînement à jeun, en somme, moi, je pense que c'est intéressant si t'as pas le temps, tout simplement, et que ton emploi du temps te permet pas de faire autrement, plutôt que pour autre chose, plutôt que d'un point de vue performance, quoi. Ok, ça marche. Et après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de... Vas-y Vincent, excuse-moi. Vas-y. Non, après, je regardais ce que tu disais sur les glucides, la consommation de glucides pendant l'effort, et tu faisais une différence entre un effort d'1h30 ou un effort de plus de 2h30. Tu disais que pour 1h30, on était entre 30 et 60 grammes par heure, et quand on passait à 2h30, on passait à 90, voire à 120. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement comme ça de Ouais, consommation? globalement, c'est des fourchettes, mais il n'y a pas vraiment de consensus clair dessus. Certaines études vont te donner des recos, voilà, vont te dire au-dessus d'1h30, ça va être 40 grammes, au-dessus de 2 heures, ça va être 60 grammes, et puis au-dessus de 4 heures, ça va être 90 grammes. T'as pas vraiment de comment dire, tu vas le faire varier en fonction de plein de choses, mais globalement au-delà de 2h30 il faut se rapprocher des 90 grammes, c'est clair et net. D'autant plus que si tu fais des entraînements de 2h30, c'est sûrement que tu prépares des choses assez longues, donc en course tu vas devoir consommer des telles quantités de glucides, quoi. Mais c'est pas, j'aurais pu faire une nuance un peu plus importante, mais tu montes plutôt par palier, quoi. Au-delà d'1h30, voilà, tu vas être entre 30 et 60 grammes. Au-delà de 2 heures, 60 grammes, et puis au-delà de 2h30, tu vas essayer à mesure que ça se rallonge de te rapprocher des 90 grammes. 120 D'où grammes, l'intérêt attention, c'est de, difficile, hein. d'où Pardon? l'intérêt d'où l'intérêt de s'entraîner à ingérer 90 grammes par heure quand tu cours. Enfin, C'est c'est quand même énorme. monstrueux, quoi. Et du Ouais. coup, qu'est-ce que tu conseilles 90 grammes, qu'est-ce que tu conseilles des gels ou est-ce que tu as quelque chose d'un petit peu naturel que tu proposes à des gens et je sais pas, des compotes. Après, des compotes, c'est 10 grammes, 10, 12. Donc, ça voudrait dire 9 compotes par heure. Qu'est-ce que tu proposes aux gens du coup Tu pour manges aller que des chercher les compotes. Ouais. 90? Ah ouais, je t'arrête Justement, là. le choix des C'est que produits, magique. ça va être important, hein. Alors, 90 Ah ouais. grammes, au final, quand t'as l'habitude, tu te rends compte que c'est plus si énorme que ça. Tout simplement parce que déjà, en choisissant bien ta boisson, elle peut facilement t'apporter 40 à 50 grammes de glucides. Si tu bois une flasque par heure, t'as déjà 40 à 50 grammes qui sont apportés par ça. À partir de là, tu sais que tu as à peu près une quarantaine de grammes à apporter par l'alimentation. Quand tu prends un gel, par exemple, c'est 25 grammes. Donc, quand tu fais ton petit calcul, euh,
Globalement, 90 grammes par heure, c'est quoi? C'est une boisson dosée à 50 grammes plus un gel tous les 40 minutes à peu près. Bien sûr, après, Tu mets quoi comme sucre avec l'eau? Tu mets quoi comme sucre? Tu mets du sucre blanc ou tu mets quoi? non, bah, généralement, tu choisis. Alors, moi, je préfère les boissons du commerce parce que les boissons maison. Alors, je vous explique pourquoi je suis pas trop fan. Déjà, d'un point de vue logistique, c'est pas facile parce que quand tu vas te pointer sur une course pour recharger tes gourdes avec avec Ouais. ta recette maison, ça va être difficile. Et en plus de ça, sur le dosage, ça peut vite être aléatoire. Les gens, quand ils font une boisson maison, ils te disent oh bah moi je mets un petit peu de jus de raisin, une pincée de sel. Ouais mais ok, tu mets quelle quantité de jus de raisin, donc combien de grammes de glucides, et puis ta pincée de sel, est-ce qu'elle fait moins d'un gramme ou est-ce qu'elle fait 5 grammes? Auquel cas, ça va vraiment être différent. Donc c'est pas impossible de faire comme ça. Attention, je dis pas qu'il faut forcément acheter une boisson dans le commerce ou quoi, mais il faut être très rigoureux sur le dosage. Et bah penser à l'aspect logistique quoi, ça c'est clair et Ok. net. Donc voilà, moi je vais plutôt recommander une boisson du commerce qui généralement va contenir bah, généralement ça va être un mélange de glucose et de fructose parce qu'on sait qu'ils n'utilisent pas les mêmes transporteurs et donc que du coup l'oxydation va être facilitée quoi. Et si on veut Après la c'est faire des maison, tu me conseillerais quoi du coup? Juste deux, trois pistes, glucose ouais et bah fructose, du coup tu me... Moi plutôt je du t'avoue, jus de j'ai raisin peur en fait. enfin, j'ai l'impression que c'est quand même très chimique, tu vois, ces trucs. Ça me fait un peu peur, tu vois, Ouais Genre mais des en questions fait rigolo, hein. Ouais. t'as l'impression de quoi? Non, je sais pas, j'ai l'impression que tous ces produits-là de gel et tout, c'est que des produits hyper chimiques et ça va un peu je sais pas, au sens inverse de ce pourquoi on fait du sport d'endurance, tu vois, je trouve. Donc c'est Après, pour quand ça on est que je me passé à la dis 5G, pourquoi. il avait peur aussi, donc bon, voilà. Non, 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 je peux n'importe quoi. comprendre, je peux comprendre, mais au final, lorsque tu analyses un peu les étiquettes nutritionnelles, faut pas avoir peur de tous les ingrédients où il y a marqué acide, machin, truc. C'est Ok. c'est pas parce que le nom est compliqué, en somme, que le Rassure-moi, produit est rassure-moi. dangereux, tu vois. C'est Et alors le bien sûr, E308, le nom il est compliqué, mais non mais voilà, par exemple, t'as plein de E quelque chose, c'est juste des additifs ou c'est des vitamines qui sont exprimées en E quelque chose. Enfin, tu vois, c'est Ok. pas toujours dangereux. Et puis d'autant aussi quelque chose. Alors là, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec le sujet du jour, mais entre quelque chose qui, enfin, si tu prends par exemple un additif ou quoi, il peut être néfaste, mais à des quantités qui sont tellement élevées que physiologiquement tu vas pas en consommer autant, quoi. Tu vois, c'est Ok. il y a une dose journalière qui est acceptable, en dessous duquel t'as pas forcément d'effet néfaste. Alors bien sûr, après je comprends qu'on préfère manger brut, qu'on préfère manger bah, des aliments qui contiennent peu d'ingrédients ou quoi. Ça je comprends tout à fait. Il faut juste penser à l'aspect logistique qui peut être un petit peu plus Difficile, ouais. compliqué derrière. Ouais, c'est ça. Et surtout tester aussi tester ces boissons avant, c'est hyper important, surtout de pas Ouais, partir à l'aventure avec des trucs qu'on connaît pas. carrément. Moi, je pense que tous mes athlètes globalement utilisent une boisson différente. Moi, alors moi, je travaille avec certaines marques, mais je vais jamais pousser à la consommation de telle ou telle marque. Généralement, je demande à la personne ce qu'elle consomme comme boisson. On va analyser ensemble bah, la composition et puis les valeurs nutritionnelles. Et puis, s'il y a besoin, on change, on varie, mais tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Tu vas consommer tu vas conseiller une boisson à quelqu'un, elle va la détester, alors que pour une autre personne, bah, elle va la kiffer, quoi. Donc, faut faire plusieurs tests pour les boissons, puis aussi pour les produits, quoi. Et puis, tu me parlais des compotes tout à l'heure. Attention à un truc, c'est à pas prendre des compotes sans sucre. Parce qu'on a besoin de sucre à l'effort. C'est bête, mais en fait, Ouais, bien sûr. les gens ont le réflexe d'acheter des pommes potes sans sucre ajouté, tu vois, alors que justement, il faut Mm. du sucre. Donc, t'as certaines marques qui font des compotes, justement, qui sont un petit peu plus riches en glucides, et où là, ça peut être avantageux pour pas consommer que des gels tout le temps. Et puis après, ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être des bars. Les bars, faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de graisse dedans, ce qui diminue la vidange gastrique, donc pas trop des bars qui sont riches en graines, en huile, etc. En plus, ça peut être difficile à mâcher. Et puis, bah, choisir des bars qui ont une texture assez molle, justement pour faciliter la digestion et la mastication. Super. Vas-y Vincent, je te laisse. Ouais, non, mais c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est quand même tu privilégies tout ce qui est liquide, semi-liquide, et pour privilégier en fait, favoriser la vidange gastrique. Est-ce que tu pourrais Ouais, nous parler de ça un petit peu? c'est ça. Le but, c'est vraiment de limiter le travail digestif. À l'effort, et ça, c'est d'autant plus significatif que l'intensité est élevée, le flux sanguin au niveau du tube digestif est diminué. Pourquoi? Parce que bah, le sang est dirigé vers le muscle et le cœur pour assurer l'apport énergétique et la contraction musculaire. Ce qui fait que sur un effort intense, le tube digestif, l'irrigation au niveau du tube digestif peut être diminuée de près de 80%. Donc en fait, le but, c'est vraiment de limiter l'apport de solides et de choses qui sont difficiles à digérer parce que ça peut engendrer plus de risques de troubles digestifs.
autre chose auquel il faut faire attention, c'est justement rester bien hydraté pour maintenir une bonne circulation sanguine et permettre d'avoir un apport constant d'oxygène. Donc voilà. Après, ce qui va faire varier la vidange gastrique, ça va être le volume ingéré. Par exemple, on prenait la boisson tout à l'heure et quel volume on était capable de vidanger. Par exemple, tu prends le même volume, tu prends 500 millilitres, tu vas beaucoup mieux vidanger au niveau gastrique en buvant 10 millilitres tous les 2 minutes que 500 millilitres d'un coup, en gros. Donc, Ouais. il Toujours faut bien diluer. fractionner. Exactement. Faut bien fractionner. Choisir une boisson qui est plutôt tempérée. Les boissons froides diminuent la vidange gastrique. Donc, pareil, l'hiver, faut faire attention. Si on a la possibilité d'avoir une boisson qui est pas trop froide, c'est mieux. Et puis, l'osmolarité aussi de la boisson, ça va jouer. Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'hypotonique, isotonique, hypertonique. Une boisson qui va être hypertonique va prendre plus de temps à quitter le contenu gastrique. Et puis, la présence de fibres, de lipides, pareil, ça va ralentir la vidange gastrique. Généralement, quand tu fais un repas qui est très gras, tu le digères beaucoup moins rapidement, quoi. Et Vas-y, j'avais eu Vincent. un intervenant qui m'avait dit qu'en fait, il fallait ingérer un volume assez conséquent, en fait, pour du coup augmenter le volume gastrique, tu vois, et pour augmenter du coup la vidange gastrique. Et ça m'avait un peu surpris sur le moment. Lui, il disait que du coup, enfin, il faut pas boire un litre, hein, bien sûr, mais il disait de pas prendre des petites gouttes. Il fallait quand même ingérer un certain volume pour augmenter l'expansion de l'estomac. Moi, dans les différentes études que j'ai lues sur le sujet, tu vois qu'en fractionnant, c'est beaucoup plus efficace, hein, parce que quand tu prends des gros volumes, ça bloque la sortie, Ouais, la ça m'avait sortie surpris du. aussi, hein. Ouais. Donc, ouais, ça m'étonne un petit peu. Ok. Et à partir de combien de temps d'effort tu conseillerais d'avoir un repas plutôt salé? Tu vois, on voit souvent les trailers qui mangeraient des pâtes avec un petit bouillon ou quoi. Tu as une barrière à peu près. J'imagine que ça dépend pareil de chacun, etc. Mais est-ce que tu as quand même un moment où tu conseilles aux gens de manger salé, un bouillon, des pâtes, quelque chose de plus consistant? En somme, tu pourrais faire un ultra de 20 heures en mangeant que du sucré. Parce que si Tu tu arrives penses? à boire assez à côté avec assez de sodium dans la boisson, finalement tu compenses les apports. Parce que tu as toujours besoin que de 1 à 1,5 g de sel par heure à peu près, hein. Euh, Ok. Là où en fait ça va être intéressant de manger salé, c'est déjà parce qu'au bout d'un moment tu en as marre de manger sucré, hein. Globalement la majorité des personnes peuvent plus voir le sucré. Et puis boire des bouillons par exemple, ça va te permettre aussi de te réhydrater. Donc là ça va être intéressant. Ça va te permettre de changer un peu de goût. Ça a un côté plus réconfortant aussi. Et puis au bout d'un moment, surtout sur de l'ultra, il arrive une période où tu n'arrives plus forcément à maintenir ton plan nutritionnel. Tu vois, manger ton gel toutes les 45 minutes, Hmm. etc. Et donc manger un vrai repas un peu plus consistant, ça permet d'avoir un petit peu plus de glucides qui sera peut-être digéré plus lentement, mais ce qui permettra de manger un peu moins souvent, quoi. Ok. Il y a un intérêt aussi à consommer des protéines pendant l'effort ou pas spécialement? C'est Euh, plus toi, alors, t'es vachement glucides, mais est-ce que de temps en temps on peut mettre un peu de prot? oui, ça peut être intéressant. Alors, au-delà de 4 heures à peu près d'effort, on voit que la différence, enfin la balance entre synthèse des protéines et dégradation des protéines est de l'ordre de 5 grammes à peu près. Donc en gros, tu vas perdre à peu près 5 grammes de protéines. Donc c'est pour ça que la recommandation habituelle, c'est au-delà de 4 heures d'effort, on apporte 5 grammes de protéines par heure. Euh, Ça peut être intéressant. Maintenant, je dirais pas que c'est forcément obligatoire. Pourquoi? Parce que sur l'effort en tant que tel, avoir une utilisation des protéines, ça va pas jouer sur la performance. Ça va jouer sur le long terme si par exemple, tu répètes des efforts de longue durée régulièrement et que tu n'arrives pas à compenser finalement par l'alimentation globale. Parce que par exemple, tu fais un effort, tu fais une course d'une dizaine d'heures, forcément sur cette journée, si tu compenses pas en protéines sur la course, tu seras en déficit et tu n'auras pas assez de protéines. Alors, du coup, voilà, ça peut être utile pour compenser les pertes, mais les pertes à ce moment-là donné de la course ne vont pas vraiment avoir d'impact au niveau de la performance sportive. Ok. Vincent, vas-y, je Après, te laisse. Et vas-y, ouais, finis, Nouchka. je complète juste 5 grammes de protéines, c'est assez facile à apporter au final, parce qu'il suffit que tu manges une barre ou un truc un peu plus salé ou quoi, et au final, c'est vite atteint, quoi. Donc voilà. Mais il n'y a pas trop de, je miserai pas là-dessus, enfin, je ferai pas un focus ultime là-dessus, quoi. Au final, on tourne autour et on va peut-être rentrer un peu plus profond dans le sujet. C'est les problèmes digestifs que tu abordes souvent. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tous les facteurs qui engendrent en fait les problèmes digestifs sur les activités d'endurance? Ouais, alors globalement déjà l'hydratation, on en a parlé, hein. Une déshydratation, ça augmente le risque de troubles digestifs.
Pour faire juste un point sur les troubles digestifs, c'est la principale cause d'abandon dans les sports d'endurance. Hein. Donc on le sait, hein, plus d'un sportif sur deux en a déjà souffert ou en souffre régulièrement. Donc voilà, la déshydratation, le fait d'avoir une alimentation inadaptée, c'est-à-dire soit trop riche en glucides, genre consommer 150 grammes de glucides par heure, ou alors des grosses quantités d'un coup. Une alimentation trop riche en lipides à l'effort également, parce que ça ralentit la vidange gastrique. Une consommation excessive en fibres alimentaires, mais ça aussi avant l'effort. Hein. Par exemple, si ton dernier repas avant la course ou avant l'entraînement, il est riche en fibres alimentaires, bah, tu risques d'avoir plus de troubles digestifs parce qu'au niveau digestion, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça, le volume également, et finalement, si tu vas manger du solide, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, le solide, bah, tu as des besoins de digestion. À l'effort, le flux sanguin, il est diminué au niveau du tube digestif, et donc bah, le solide va être beaucoup moins bien assimilé. Et puis, ce qui va faire varier aussi la prévalence des troubles digestifs. Alors, pour on ne sait quelle raison, les femmes sont plus sujettes aux troubles digestifs que les hommes. L'âge également, généralement, les jeunes athlètes sont plus sensibles que les athlètes qui sont un petit peu plus avancés dans l'âge, et le stress aussi. Le stress, c'est un facteur bah, aggravant le risque de troubles digestifs. Autre chose, la prise de certains médicaments, je pense notamment aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, bah, qui vont augmenter les risques de troubles digestifs, et qu'il faudra limiter, quoi. Les antibiotiques, etc. Voilà. Et puis globalement aussi de l'entraînement, c'est bête, mais l'entraînement en endurance augmente le risque de troubles digestifs par ces phénomènes d'ischémie et de reperfusion. Je disais, hein, le tube digestif à l'effort va être moins bien irrigué au niveau de la circulation sanguine et donc en oxygène, et à l'effort, il va être reperfusé de sorte à recevoir beaucoup d'oxygène d'un coup, ce qui, sur le long terme, augmente l'hyperperméabilité intestinale et finalement bah, déséquilibre l'équilibre intestinal. Donc, Il y a moins de sang qui arrive sur le tube digestif parce que du coup, tout le sang va dans le système musculaire, sûrement un petit peu au cerveau. Enfin, du coup, il y a le corps qui privilégie en fait certaines zones. Hein. C'est ça. Et puis bah justement en récupération, tu as un gros afflux sanguin qui arrive, donc beaucoup d'oxygène, beaucoup de production de radicaux libres également, et bah ça sur le long terme, ça aggrave le risque de troubles digestifs. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer au niveau alimentaire de favoriser un petit peu notre digestion, que ce soit avant la course ou même au quotidien? Déjà, on n'en a pas parlé, mais avant une course, qu'est-ce que tu conseilles aux gens du coup? Par exemple, je vais faire un trail de 60 km par exemple. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens 4-5 jours ou même une semaine avant la course de faire attention au niveau alimentaire? Tu as parlé des fibres, d'essayer de les éviter. Est-ce qu'il y a autre chose aussi que tu conseilles aux gens? Oui. Alors, ce que je recommande, en gros, c'est de rien changer jusqu'à 3 jours avant la course. On a souvent en tête le régime dissocié scandinave qui consiste en gros de J-7 à J-3, je diminue tous les glucides pour vider mes réserves en glycogène, et à partir de J-3, j'augmente nettement mes glucides pour surcharger mes réserves en glycogène. C'est bien sûr l'objectif d'augmenter le stock de glycogène au niveau musculaire pour un effort de longue durée, mais en fait entre une décharge complète avant et puis juste une alimentation normale puis une recharge, il n'y a pas vraiment de différence sur l'état des stocks en glycogène. Donc ce que je recommande, c'est en somme de rien changer avant, parce qu'en plus le fait de décharger en glucides, tu vas augmenter les lipides, tu vas augmenter les fibres, donc tu vas avoir plus de risques de troubles digestifs, et puis demander à un athlète d'endurance de couper les glucides sur 3-4 jours la semaine d'une course, bah, ça peut être un peu compliqué mentalement parce que le sportif d'endurance, lui, il a l'habitude de consommer assez de glucides au quotidien. Donc voilà, en gros, pour faire simple, jusqu'à 3 jours, tu changes pas grand-chose à ton alimentation. Et puis, sur les 3 derniers jours, l'objectif étant, comme on l'a dit, d'augmenter les glucides pour pouvoir augmenter l'état des réserves en glycogène. Mais le but, c'est pas non plus d'augmenter l'apport calorique. Donc, en augmentant les glucides, eh bien, tu vas baisser les lipides pour pouvoir être à consommation calorique égale. Donc, j'augmente les glucides, je baisse les lipides, je diminue aussi ma consommation en fibres alimentaires. Donc, j'évite de consommer des crudités, trop de fruits, des légumineuses, trop de graines oléagineuses également, et faire attention à l'hydratation également sans trop surhydrater non plus. Généralement, on a tendance à se surhydrater avant une course en pensant qu'on va arriver en pleine forme au niveau musculaire, mais ça sert à rien parce que ça peut être nocif également. Je me permets de rebondir sur les fibres parce que du coup on a déjà fait des podcasts sur la nutrition, mais c'était pas spécialisé sur l'alimentation du sportif, tu vois. Et les fibres,
de ce que je me souviens, je crois que c'est Dr Caruso qui disait que les fibres allaient aider en fait la flore intestinale à l'assimilation de glucides et que finalement c'était plutôt positif. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu tout ça? Les fibres sont ultra positifs, qu'on soit clair au quotidien, c'est clair et Eh net. oui. Ça va aider à nourrir les bactéries au niveau intestinal, qui elles vont aider à assimiler les nutriments, à créer de nouvelles vitamines, à jouer un rôle dans le système immunitaire, dans l'inflammation, etc. On le sait, hein, le microbiote, ça joue un rôle central. Le microbiote, c'est encore mal connu, mais on sait que ça joue quand même un rôle dans toutes les fonctions de l'organisme. Et le sportif doit avoir une consommation de fibres alimentaires suffisante au quotidien parce qu'on sait que son terrain digestif est en péril, si je peux dire ça comme ça, avec justement cette intensité-là d'efforts répétés qui peut engendrer des troubles à ce niveau-là. Mais c'est vraiment autour de l'effort qu'on va limiter ça, pour limiter le travail digestif en fait. Mais ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est positif au quotidien. Comme les graisses, hein, par exemple. Les graisses, c'est ultra positif pour plein de choses, pour la synthèse hormonale, pour la synthèse notamment d'hormones sexuelles, pour le transport des vitamines, pour la thermorégulation, bref, pour plein de choses, mais à l'effort et autour, on essaie de limiter d'un point de vue confort digestif. Ouais, c'est vrai Du qu'il coup, faut préciser aussi, parce que aux auditeurs, que finalement, les conseils que là tu nous donnes, ils sont vraiment ciblés sur les sportifs d'endurance et que parfois ça peut être un petit peu contradictoire où on vient optimiser par exemple l'apport de glucides, l'hydratation, c'est vraiment parce qu'il y a une activité liée à l'endurance, hein. Oui, parce que si tu ne fais pas un sport d'endurance, je pense que si tu consommes 90 Ouais. grammes de glucides par heure, il t'arrive des bricoles au bout d'un moment. Voilà. Tu sais, Ok. j'avais eu la remarque un jour d'un gars justement qui suivait un régime cétogène et il m'a dit oui, les recommandations de l'ANSES, c'est 100 grammes de sucre simple par jour, donc en consommant 90 grammes par heure, t'es largement au-dessus. Ouais, mais en fait, ces recommandations, elles prennent en compte la population générale, quoi. Donc tu peux pas appliquer ce qui se passe pour la population générale pour le sportif et inversement. est-ce que tu as Là, du coup, on va rentrer dans la dernière partie un petit peu sur les questions pratiques, un peu fourre-tout. On va y aller, on va te poser plein de questions très On simples. va se lâcher, là. Est-ce que du coup, t'as un aliment un aliment ou plusieurs aliments que tu conseillerais justement pour les problèmes intestinaux, un petit peu pour le transit? Qu'est-ce que tu conseilles un petit peu à mettre au quotidien en place pour faire attention justement à cette flore? Globalement, déjà, ça va être avoir une alimentation équilibrée. C'est peut-être bête dit comme ça, mais en fait, c'est la Oui, bien base. sûr. Et souvent, on va aller chercher des astuces à gauche, à droite, mais déjà revenir à la base, c'est bien. Avoir une alimentation généralement colorée, ça te permet d'avoir une bonne diversité en nutriments et donc d'avoir ce qu'il faut. Avoir au moins une fois par jour des crudités, si possible, ce qui permet d'apporter plus de fibres alimentaires. Avoir des fruits et les fruits chez le sportif d'endurance, on peut en avoir 5-6 par jour, ça pose pas de problème parce que j'ai parlé brièvement du stress oxydatif tout à l'heure, mais justement à l'effort, on va générer beaucoup plus de radicaux libres. Les radicaux libres sont produits par une consommation d'oxygène accrue notamment, et ces radicaux libres-là, s'ils sont pas neutralisés, ils vont créer dans l'organisme ce qu'on appelle du stress oxydatif. Et le stress oxydatif, ça va impacter nos membranes cellulaires, notre ADN, notre synthèse de protéines, etc. Donc pour neutraliser les radicaux libres, il faut des antioxydants. C'est ces antioxydants-là qui vont aider à lutter contre le stress oxydatif. Donc les antioxydants, les aliments qui vont le plus en contenir, ça va être les fruits, les légumes globalement. Donc c'est pour ça que un sportif peut avoir une consommation plus importante en fruits pour avoir plus d'antioxydants. Et c'est pas du tout un problème d'en manger 5 ou 6 par jour, quoi. Et Finalement, est-ce que le jus de fruits aussi ça marche ou est-ce que tu as un jus par exemple, je sais pas, je sais un pas, de jus fatal. cassis ou myrtille ou quoi, un truc qui nous ferait du bien? Oui, Ou si est-ce tu que te le fais c'est toi et que tu le bois dans les minutes, quoi. OK, Parce que si c'est du commerce, déjà tu vas perdre tout l'intérêt des fibres que tu as dans le fruit. Mais ça d'accord. concerne pas l'aspect antioxydant, mais les antioxydants, notamment la vitamine C, c'est un puissant antioxydant. Les vitamines vont être dégradées, notamment avec la chaleur, avec la luminosité, avec le stockage à l'air libre. Donc en fait, dans un jus de fruits, finalement, tu as que très peu de vitamines au final. Contrairement à si tu le fais toi-même, ton jus de fruits, tu te presses ton truc toi-même, globalement, t'as assez de vitamines dedans. OK. Vincent? Et finalement, les antioxydants, moi, en regardant un post à toi, j'ai compris en fait que les antioxydants, c'était pas juste une famille, mais que c'était finalement des nutriments, des minéraux, comme tu disais, vitamine C, E, A, sélénium, zinc, polyphénol, je sais pas exactement ce que c'est, mais finalement, on retrouve ça en fait tu vois, nous on a appris ça comme cofacteur ou comme nutriment, comme en fait, il y a plein de mots pour dire la même chose en fait.
Oui, et puis surtout, tu as des antioxydants qui sont exogènes et endogènes. C'est-à-dire que tu as des antioxydants Mmh. exogènes que tu vas apporter par l'alimentation, la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols, voilà, ce genre de choses. Et tu as des antioxydants endogènes, c'est-à-dire que ton corps produit des antioxydants. Je pense, alors, les noms, on s'en fout un peu pour nos auditeurs, mais la superoxyde dismutase, la catalase, la glutation peroxydase, voilà, ces antioxydants-là internes qui vont être produits. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est que chez les athlètes entraînés, ils ont une plus grande production interne d'antioxydants. Donc le corps est plutôt bien fait parce qu'en gros, tu vas produire plus de radicaux libres, mais le corps sait se défendre aussi en créant plus d'antioxydants pour lutter contre ces radicaux libres-là. Donc voilà, tu as une production interne et tu as un apport externe. Et puis après, tu as certains cofacteurs, notamment le cuivre, le zinc, qui vont aider à synthétiser les antioxydants endogènes, donc la catalase, etc. Donc après, ça commence à devenir un peu technique, mais en Mmh. somme, oui, t'as plein d'éléments qui interagissent ensemble. C'est vrai que comme Du ça, coup, juste au nom, radicaux libres, ça fait un peu, ça fait flipper en vrai, hein. Donc, Ouais, c'est vrai. Radical libre, en gros, c'est quoi un radical libre? C'est une molécule dérivée de l'oxygène et en gros, c'est une molécule sur c'est laquelle comme un déchet un peu. il y a un électron qui est célibataire, ce qui fait que cette molécule-là, elle est instable et en fait, le corps, il est bien fait, hein, il aime l'équilibre. Donc en fait, cet électron qui est instable, il va aller se fixer sur une autre molécule dans l'organisme. Donc ça peut être les protéines, ça peut être les membranes cellulaires, pour lui prendre un électron et se stabiliser lui-même. Donc lui, après, il est content, il est stabilisé, mais ça crée des déséquilibres dans notre organisme. Donc voilà, c'est ça la définition d'un radical libre en somme. est-ce qu'il y a il y a Super. des fruits du coup ou des légumes qui consomment enfin, qui sont à, sur lesquels on va insister un petit peu pour justement lutter contre ça? Je pense notamment aux fruits rouges, on entend beaucoup parler de leur valeur un petit peu antioxydant. Ouais, les aliments, en gros, les plus riches en antioxydants, ça va être les fruits rouges, les baies, les agrumes. Ouais, Agrumes, globalement, c'est pamplemousse, orange, tout ça. pamplemousse, orange, clémentine, citron aussi. Citron, c'est hyper riche en vitamine C. Le kiwi aussi, riche en vitamine C. Ok. Voilà, globalement, ça va être ça. Et au Et niveau des tu, légumes? Chou, Légumes. Pardon. Ouais. feuilles vertes. Alors, déjà, tu vas en avoir plus dans les légumes crus. Ça, c'est clair. Poivrons, tomates. Voilà. Globalement, les légumes crus, tout simplement parce que quand un légume va être cuit, tu vas dégrader Ok. certaines vitamines et notamment aussi des antioxydants. Donc, plutôt des légumes crus, ouais. Pierre. ton avis du coup sur les fruits congelés, on parlait de se faire des smoothies soi-même par exemple ou des jus de fruits soi-même. Très bonne solution. Ouais. Ouais, très bonne solution parce qu'en fait, la congélation, ça conserve les vitamines. Donc, en fait, limite, c'est une meilleure solution de manger des fruits et des légumes congelés, quoi. Typiquement, myrtille, quand c'est pas la saison, tu te prends des myrtilles congelées et puis tu fais ton petit smoothie et puis globalement, c'est chouette, quoi. Ok. Du coup, on a Et parlé la de qualité au macro. rendez-vous. Du coup, Pardon? la qualité est au rendez-vous, il disait Pierre. Ouais, du coup, c'est ce qu'il faut faire. Et au niveau de la micro-alimentation, est-ce qu'il y a il y a des choses sur lesquelles tu vas faire vachement attention? Est-ce qu'il y a par exemple un élément que tu vas dire aux Hmm. gens justement d'insister un petit peu dessus ou pas spécialement? Ouais, le magnésium, déjà, c'est un minéral sur lequel on va faire gaffe parce que 75% de la population non sportive est déficiente et 25% est carencée. Et on sait que le magnésium, on va en perdre beaucoup plus avec les processus physiologiques, un petit peu dans la sueur, voilà. Le magnésium, c'est difficile en plus de doser le magnésium parce que quand tu fais une analyse sanguine, les stocks sanguins que tu as en magnésium, ça reflète pas les stocks corporels parce que le magnésium il va se stocker dans les os et dans le muscle principalement. Donc le magnésium déjà, faire attention à ça parce que plus on est sportif, plus on a de risques de carence et puis en plus de ça, le magnésium c'est un minéral où il n'y a pas de risque de surcharge parce qu'en fait c'est un minéral qui est hydrosoluble donc en fait le potentiel excès il va être éliminé pardon dans les urines. Donc moi le magnésium c'est finalement le seul complément que je pourrais limite conseiller de prendre à l'année parce que en général, quand on est sportif, on est carencé. Ok. Autre point d'attention, ça va peut-être être sur la vitamine D. Oui, Pierre? Et du coup, bisglycinate Ah oui, c'est vrai. ou pas? Oui, faire attention à la Citrate. forme. Ouais, non mais parce que les gars ils vont chez leur médecin et puis la plupart des médecins pour je ne sais quelle raison ils conseillent du magnésium marin ce qui est pas forcément la meilleure forme parce que c'est mal assimilé au niveau digestif et mal toléré. Donc plutôt choisir un bisglycinate de magnésium ou un citrate de magnésium
Une des deux formes là, ouais, carrément. Pas de l'oxyde, Euh, quoi. Et L'oxyde, voilà. ça va donner la. T'as compris. Ouais, j'ai compris, ouais. Ça va poser problème au niveau j'ai digestif. compris. Mais du coup, tu disais que c'était difficile à évaluer parce que du coup, notre stock, il est dans les os, dans les muscles. Alors, comment on sait qu'on est en déficit c'est la question qu'on s'est Je- posée avec Pierre. On se disait, du coup, on se dose le circulant, mais est-ce que finalement, euh, enfin, du coup, voilà, Bah, on a un peu réfléchi sur. c'est simple, hein. Tes taux sanguins de magnésium ne reflètent pas du tout Eh oui. ton stock corporel. Parce que si ça se trouve, ton magnésium, il va être haut au niveau sanguin. Ça veut juste dire peut-être que tu dégrades plus de magnésium et qu'il est plus relargué dans dans C'est ta ton circulation magnésium sanguine. libre. Voilà, c'est ça. Le test, je crois, pour le test le plus fiable pour doser le magnésium, c'est genre tu bois une solution riche en magnésium et après tu doses, je sais plus combien de temps après, ce qu'il y a dans tes urines et la différence, ça te donne si tu réabsorbes beaucoup de magnésium et donc si tu en as besoin ou si tu en excrètes beaucoup et donc t'es pas en carence. Trop Je sais plus comment compliqué. s'appelle Ok. exactement ce test, voilà, mais finalement c'est très difficile à faire en pratique Et toi, tu pour le fais pas commun ce des test? mortels. Non, moi je fais pas ce Ouais. test. Moi, j'évalue au niveau nutritionnel les apports nutritionnels. Je regarde s'il y a beaucoup d'aliments qui contiennent du magnésium. Alors, je fais un petit disclaimer. Le chocolat, ça contient du magnésium, mais pour avoir finalement la dose journalière recommandée en magnésium, il faudrait consommer 2 tablettes de chocolat noir par jour, ce qui risque de poser d'autres problèmes à côté. Et puis, en fait, c'est dur d'atteindre les besoins en magnésium au quotidien via l'alimentation parce que ça veut dire qu'il faut consommer tous les jours du chocolat noir, des légumineuses, des céréales complètes, des graines oléagineuses. Voilà, les aliments qui sont riches en magnésium, c'est pas forcément des aliments qu'on va consommer tous les jours et surtout, en fait, ils contiennent des quantités qui sont pas forcément super hautes et qui font qu'on n'arrive pas forcément à atteindre les besoins. La solution qui peut être intéressante, ça peut être de boire certaines eaux qui sont riches en magnésium parce que les minéraux qui sont contenus dans les eaux sont plutôt bien biodisponibles en fait. Elles sont plutôt bien assimilées. Donc par exemple la Rosana, c'est une eau qui est assez riche en magnésium si on aime bien. Et après, pour juger si on est carencé en magnésium, donc hormis l'analyse alimentaire, ça va être l'analyse des symptômes en fait tout simplement. Si je suis fatiguée, si je suis stressée, si je dors mal, si j'ai la paupière qui saute ou que j'ai des troubles un peu neuromusculaires, ça peut être le signe d'une carence en magnésium simplement. Si je suis un peu constipée aussi, parce que ça peut jouer. Donc voilà, tu vas plutôt jouer sur les symptômes. Et du coup, c'est quoi la posologie? Qu'est-ce que tu conseilles comme prise de magnésium? À dose physiologique, hein, ça va être 360 mg chez les femmes et puis 420 chez les hommes. Donc voilà, respecter les doses. Tu peux adapter un petit peu si ponctuellement, tu vois, tu peux surdoser un petit peu puisqu'il n'y a pas de risque de surcharge, c'est pas toxique contrairement par exemple au fer ou à la vitamine D. Tu peux surdoser un petit peu ponctuellement en cas de, tu vois, grosse fatigue, gros stress, gros manque de sommeil pour augmenter un peu les doses, quoi. Il y a d'autres éléments, du coup, en dehors du magnésium, que tu conseilles de regarder un petit peu attentivement, même si après, derrière, j'imagine que pour le dosage, c'est plus compliqué, comme tu le dis, il faut peut-être se faire conseiller par quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, du coup, faire attention pour les sports d'endurance? Alors, magnésium, autre chose sur laquelle je ferai attention, c'est la vitamine D. Alors, la vitamine D, ça va dépendre de là où on habite, hein, mais globalement, l'hiver, on a tous tendance à être carencés, donc faire attention à ça. Pas se supplémenter à l'aveugle non plus, parce que si on manque pas de vitamine D et que on en prend et qu'on fait une surcharge, ça peut être toxique pour l'organisme, parce que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, contrairement à la vitamine C ou aux vitamines B ou au magnésium qui sont hydrosolubles et donc qui sont éliminés en excès par les urines. La vitamine D, elle va être stockée et elle peut être toxique en excès. Donc la vitamine D, alors s'il n'y a pas de carence ou de grosses carences, on va se complémenter à dose physiologique. Généralement, c'est en gouttes tous les jours. Je suis pas forcément fan des ampoules, sauf si vraiment il y a une grosse carence ou une grosse déficience pour rétablir vraiment le déficit assez rapidement. Et je pense que si je dois donner un top 3, le troisième, ce serait peut-être les oméga 3, parce que les oméga 3, donc c'est un type de graisse finalement que l'organisme ne sait pas synthétiser, qui est dit essentiel et qu'on doit forcément apporter par l'alimentation. Le fait est que les oméga 3 de type EPA et DHA, parce qu'il y a 3 types d'oméga 3, et des oméga 3 aussi végétaux qu'on va retrouver notamment dans l'huile de lin, dans l'huile de colza, dans les graines de chia, dans les graines de lin. Voilà, globalement les aliments qui vont contenir des oméga 3 d'origine végétale. Le truc, c'est que pour être converti en EPA et DHA, l'EPA et DHA qu'on va retrouver principalement dans les poissons gras tels que le saumon, le maquereau et la sardine, pour être converti, le taux de conversion est finalement très faible, de l'ordre de 5%. Ce que je veux dire par là, c'est que si on consomme pas toutes les semaines du poisson gras, ça devient difficile d'atteindre les besoins en oméga 3.
poissons gras, 1 à 2 poissons gras par semaine, généralement, ça permet tout à fait de couvrir les besoins. Donc, soit on arrive à consommer 1 à 2 poissons gras par semaine, soit on n'y arrive pas, et dans ce cas, c'est bien de se complémenter. Je fais une petite note pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être végétariennes ou végétaliennes et qui veulent pas consommer de poissons gras ou de compléments à base d'huile de poisson, parce que généralement, c'est l'huile de poisson. L'alternative végétale, ça peut être de consommer des huiles d'algues ou des compléments à base d'huiles d'algues qui, elles, sont généralement riches en EPA et en DHA. Donc voilà, ça c'est le troisième élément sur lequel je ferai attention, parce que les oméga-3, pour donner vite fait leur rôle, ça va être surtout sur la santé cardiovasculaire, sur la santé cérébrale, et puis un effet aussi anti-inflammatoire important. Bah écoute, Nickel, t'es bah, très cohérente, c'est exactement ce que tu dis sur Instagram, donc Oui, c'est... oui. Je l'attendais au tournant. Bon bah nickel. Nickel. Et juste une question Et aussi attends, ouais, sur les vas-y, surcotés, et du coup, sur les surcotés, Ah tu ouais. parlais aussi Vous avez envie pas de c'est pas un recevoir test. des... Non, c'est pas un un peu test. contre le Vous- collagène, non? Ouais. Enfin, pas contre, mais tu dis que c'est surcoté Ah, le collagène. C'est vrai que le collagène, on en Alors, parle Ah ouais. souvent avec Vincent Est-ce que tu pourrais et Pierre, on n'a définir pas trop protéines d'avis. et collagène, tu vois, parce que nous, on sait pas du ouais, tout. alors, en gros, le collagène, c'est une protéine, hein, tout simplement. Ouais. Une protéine, c'est quoi? C'est un assemblage d'acides aminés, et en fonction des différents acides aminés que la protéine va contenir, ça aura des fonctions différentes. Donc, le collagène, c'est un type de protéine. Le collagène, on va le retrouver dans le tendon, hein. Nos tendons, 95% du poids sec de nos tendons, ça va être du collagène. Le fait est qu'à partir de 20-25 ans, tous les ans, on fabrique à peu près 1% en moins de collagène. Donc, c'est pour ça que les compléments de collagène ont eu un peu la cote ces dernières années. Alors, c'est vanté un peu pour les qualités sur le tendon, les articulations, et puis sur la peau aussi, sur l'élasticité de la peau, parce que dans la peau aussi, il y a du collagène. Euh, alors moi, justement, j'ai fait un post là-dessus récemment sur les compléments surcotés, et j'ai mis le collagène. Mais le collagène, je l'ai conseillé pendant un moment, hein. Je me suis fait un peu incendier, mais j'étais la première à le conseiller. Le truc, c'est que en discutant un peu avec des T'es la gens première à le qui déconseiller, du coup. j'ai discuté un peu avec des gens qui avaient déjà un peu dénoncé ça, mais en fait tu te rends compte que il n'y a pas vraiment d'études bien menées au niveau méthodologique qui montrent vraiment que c'est efficace le collagène. Généralement les études qui concluent que le collagène a une action efficace, je parle notamment sur les tendons, sur la peau ou quoi, sont soit effectuées sur des animaux, donc c'est pas transposable à l'homme, soit sont Payé avec par des ajout marques. de voilà, ça aussi, ça joue, mais c'est pas toujours le facteur prédominant, parce que parfois ça veut pas forcément dire qu'une étude est biaisée. Mais voilà, soit ont un ajout de vitamine C, et on sait que la vitamine C va aider à, à la synthèse de collagène au niveau interne. Et ou alors on se rend compte que dans les groupes qui consomment du collagène ou pas de collagène, il y a une différence au niveau de l'apport protéique, et c'est pas à consommation isoprotéique en gros. Donc dans la méthodologie aujourd'hui des études qu'on a, on n'a pas vraiment d'études qualitatives qui permettent de dresser un consensus scientifique là-dessus et de pouvoir recommander le collagène, quoi. Je dis pas que c'est pas efficace. Si ça se trouve dans les années à venir, on aura des données et je rechangerai une fois d'avis. Hein. Je suis pas bête, hein, je peux changer d'avis encore, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je suis obligée de me positionner comme ça parce que on n'a pas vraiment de données claires, et puis que c'est cher, quoi. Donc on va pas conseiller un truc qui est cher si on sait pas si ça sert, quoi. Tout simplement. Mais on est d'accord que dans le raisonnement, pour reconstruire la masse musculaire, il faudrait des acides aminés qui sont anaboliques. Et pour reconstruire du tissu de soutien composé en majeure partie de collagène, il faudrait des acides aminés qui le composent. Oui, alors justement, c'est bien que tu parles de ça, parce que en fait, l'organisme n'est pas en mesure d'assimiler la protéine native de collagène. C'est-à-dire que le collagène qu'on va consommer dans les compléments, c'est du collagène hydrolysé. Donc en gros, c'est des acides aminés. Le truc, c'est qu'une fois que tu as assimilé les acides aminés, qui te dit que ça va aller dans ton tendon, dans ta peau ou quoi? On n'en sait pas, on n'en sait rien en fait. Ça va aller là où l'organisme a besoin finalement. Donc c'est aussi une des limites finalement de la prise de collagène, c'est que les acides aminés que tu vas utiliser, rien ne te dit qu'ils vont aller là où tu as Dans envie que ça aille, l'intestin, quoi. à C'est ça. l'intestin, Ouais. qui va se servir en premier. Mais du coup, la glycine, on parle de cet acide aminé-là en particulier. Ouais. Euh, Oui, parce que la glycine, c'est un des acides aminés contenus dans la protéine de collagène. Ça constitue à peu près un tiers de la molécule de collagène. Certains prennent de la glycine, mais pareil, je crois pas qu'il y ait vraiment de données fiables là-dessus, et de conclusions positives à cet égard, quoi. Notamment sur l'impact que ça a au niveau tendineux, quoi. et du coup, là où je suis pas d'accord, parce que si dans mon alimentation de tous les jours, je mange que des blancs de poulet
des steaks de veau, steaks de bœuf, Ouais. j'ai très très peu de glycine dans mon alimentation. Ah Du bah Tu non, manges de la parce peau, que la le glycine, tu vas quand cartilage. même l'avoir en quantité importante dans les protéines d'origine animale. Les protéines d'origine animale contiennent tous les acides aminés essentiels, notamment. Donc tu vas quand même avoir une proportion importante de glycine. La glycine, tu vas l'avoir en grande partie dans la viande blanche, dans le lait, les produits laitiers. Tu vas en avoir quand même pas mal. Je pense que fais peut-être une petite, un petit amalgame entre le pourcentage de glycine contenu dans la protéine et la quantité de glycine pour 100 grammes d'aliments. Tu vois, c'est une grosse différence. Par exemple, tu prends le maïs, il y a beaucoup de leucine pour le total de protéines si on prend en pourcentage, mais au final, un gros pourcentage par rapport à une petite quantité, c'est toujours peu. Tu Oui, vois la diff? il y a tu me dis il y a beaucoup de glycine dans la spiruline, mais je prends 1 gramme par jour, c'est sûr que Non, non, oui, voilà, c'est ça, oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a la petite différence à faire là-dessus, quoi. mais est-ce Et que là, tu du coup, penses que juste avec vas-y. l'alimentation classique qu'on a en ce moment, sans aller chercher du bouillon d'os, sans aller en chercher à manger la peau, etc., on est forcément carencé. Enfin, c'est mon avis, hein, c'est pas vraiment En quoi? une question. En collagène? Oui, La réflexion logique, ce serait ça, et moi j'ai pensé ça. Après, je suis obligée de voir ce qui est quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai revu un peu ma position. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui serait plus cohérent, c'est d'avoir une alimentation suffisante en protéines de bonne qualité avec tous les acides aminés essentiels, et puis un apport suffisant en vitamine C, pardon, parce que la vitamine C va aider à passer de la molécule de tropocollagène à la molécule de collagène actif, quoi. Et du coup, vu qu'on parle des protéines, est-ce que tu conseilles d'avoir justement de prendre des checkers de protéines à des athlètes d'endurance ou est-ce que juste l'alimentation classique suffit? Oui, Et si si oui, t'arrives quel type pas de à... protéines tu vas conseiller? Ouais, si t'arrives pas à compléter par l'alimentation, tu vois, si t'as une grosse dépense énergétique et donc que t'arrives pas à compléter avec assez de prise alimentaire ton quota protéique, ça peut être intéressant. En soi, c'est pas plus magique qu'une autre source de protéines, hein. Ça permet juste d'être plus facilement consommé parce que tu vas le consommer sous forme de liquide. Après, whey, il y a différents types de whey, hein. T'as la whey concentrée, l'isolat de whey et puis la whey hydrolysée. Ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà de ton budget, hein. L'isolat de whey, c'est la plus chère parce que c'est la plus riche en protéines. Dans l'isolat de whey, t'as presque 100% de protéines et tu n'as pas de glucides et de lipides. Ce qui en fait une bonne protéine finalement pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, par exemple. La whey concentrée, tu vas avoir un petit peu plus de lipides et de glucides. Généralement, ça va être la moins chère. Et puis la whey hydrolysée, elle va être en gros prédigérée, donc elle va être assimilation plus rapide. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, avant l'entraînement pour limiter le travail digestif. Et puis, si on veut pas consommer de la whey parce qu'on consomme pas de protéines laitières et que on veut une protéine végétale, je conseillerais plutôt une protéine qui contient un mélange de pois et de riz. Pourquoi? Parce que c'est deux céréales finalement qui vont se compléter au niveau des acides aminés essentiels. Dans le pois, il va manquer certains acides aminés essentiels qu'on va retrouver dans le riz et inversement. Si tu veux, vu que tu as quand même des notions, je pense, sur les qualités à l'intérieur des produits, tu peux citer des marques hein, pour les gens. Franchement, je pense que tu travailles pas pour, enfin, si tu travailles pour des marques, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Mais n'hésite Euh, pas à conseiller pour les gens justement qui prennent pas n'importe quoi et n'importe quelle qualité de protéines. Donc, si tu peux nous donner des marques, franchement, on prend. pour la whey, moi, je bosse pas avec eux, mais j'aime bien celle de Greenway que je trouve bien au niveau du goût et de la qualité. Et ils font une protéine, donc une whey, et ils font aussi une protéine végétale à base de riz et de pois. Donc c'est celle que je Super. conseille le plus souvent. Top. Voilà. Vincent, vas-y, je te laisse. Ouais, moi je voulais rebondir sur, vu qu'on parle de complémentation ou supplémentation, ça dépend l'état des. Mais du coup, tu disais que l'effort intense, du coup, il allait perturber la flore intestinale, ça allait augmenter aussi l'hyperperméabilité intestinale. Du coup, est-ce que tu conseilles en fait la prise de probiotiques et quelles sont les sources que tu conseilles? Oui, ponctuellement, en fonction notamment des symptômes et
pas toujours la même souche parce que généralement les gens sont un peu victimes du marketing, hein. Il y a une marque qui va leur vendre un probiotique et puis du coup ils vont prendre ce probiotique là, mais en fait en Eh fonction oui. des souches que tu vas avoir dans ce probiotique, ça va pas avoir les mêmes actions. Tu vois, t'as certaines souches qui vont aider notamment à lutter contre la constipation, d'autres qui vont aider à lutter contre la diarrhée. Si tu prends pas la bonne souche, il te risque d'arriver des bricoles et d'aggraver ton cas, quoi. Donc il y a ça, et puis généralement t'as des marques qui te proposent un probiotique avec 12 souches. Donc, autrement dit, plein de souches différentes pour plein de problématiques différentes. Donc là, ça va pas être efficace non plus. Donc, cibler en fonction. Donc là, en l'occurrence, il faut demander soit à un diététicien, soit à ton pharmacien quand tu vas en pharmacie. Donc, ça peut être intéressant ponctuellement. Voilà, les cures de probiotiques, c'est 1 à 2 mois max. Il n'y a pas besoin de le faire toute l'année. Pourquoi pas dans les périodes où t'as essuyé une grosse période où t'as eu beaucoup de charges d'entraînement avec beaucoup d'intensité, ou après une grosse compète où là forcément il y aurait eu peut-être des atteintes au niveau digestif, quoi. Et est-ce qu'il y a une autre solution, du coup, pour soigner son tube digestif, à part les Bah probiotiques? ouais, l'alimentation avec une alimentation riche en prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est en gros des fibres alimentaires qui vont aider à nourrir les probiotiques, les bactéries et micro-organismes que tu as au niveau intestinal. Donc ça va se traduire par globalement une alimentation riche en fibres. Et après, intégrer des aliments qui sont riches en probiotiques pour le coup, parce que les probiotiques, tu en as également dans l'alimentation. Je pense aux produits laitiers et puis globalement aux produits fermentés. Donc le kéfir, ouais, c'est une super source de probiotiques. Les champignons, tu peux te faire aussi des légumes lacto-fermentés. Ça, c'est une bonne solution aussi pour apporter assez de prébiotiques et de probiotiques. Donc voilà, globalement, ça va être ça. Et ton avis sur la L-glutamine pour la perméabilité intestinale? Vrai ou Euh, pas? alors justement, je m'étais intéressée sur le sujet parce que la glutamine, on sait que c'est un acide aminé qui va aider à reconstituer les cellules au niveau intestinal, mais je n'ai pas trouvé d'études qui confirment ça en fait chez l'homme, le fait que la prise de glutamine, ça améliore les qualités, ça améliore la resynthèse des cellules au niveau intestinal. Donc je le conseille pas trop en l'occurrence du coup. Nickel. Ok. D'autres questions? Franchement, merci beaucoup, c'était Ouais, top. moi j'ai une autre question. Vas-y, Peut-être sur le. Il est lâché. Vas-y, faut, Vas-y. lâche pas, vas-y, envoie tout. Non, C'est mais c'est maintenant ou vrai, c'est jamais. important. Qu'est-ce que tu nous conseilles sur l'alimentation du sportif d'endurance pour le sommeil, pour améliorer notre sommeil, quand même? C'est un sujet super important. Glucides le soir. Ouais. Ouais, glucides le soir parce que ça va aider à la synthèse de sérotonine, et dans le même sens, une alimentation assez riche en protéines parce que les protéines vont permettre d'apporter du tryptophane qui est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Donc ça va aider à favoriser le sommeil. De ce que j'ai lu, il n'y a pas forcément intérêt d'espacer le dernier entraînement du coucher parce que au final, il semble pas que ça joue trop sur la qualité du sommeil. Vous me direz si je me trompe, mais je crois de ce que j'ai lu. Et puis ouais, voilà, si on est sujet si on a la digestion un peu sensible, je dirais peut-être éviter la viande et la viande rouge globalement le soir parce que la viande rouge, voilà, ça met 5 à 6 heures à sortir de l'estomac. Donc, contrairement aux poissons ou aux œufs qui mettent 45 minutes à 1h30. Donc, plutôt privilégier une source de protéines qui va être un peu plus digeste. Limiter les fibres alimentaires le soir et puis bien mastiquer en fait parce que la digestion, elle passe par la mastication. Hein, ça commence par là. Donc, si on prend le temps et qu'on mastique, globalement, ça améliore déjà ça. Nickel. Ben, franchement, Ah, c'était parfait. super. Moi, j'avais encore une question. C'était, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller à nos auditeurs, que ce soit un livre ou peut-être sur les réseaux sociaux, une chaîne à suivre sur laquelle toi aussi tu te formes ou tu vas chercher des infos. Si tu avais quelque chose à partager justement aux auditeurs, ça serait cool. Alors, si j'ai un compte Insta à partager, je pense que je vous partagerai le compte de Clément Noblet, qui est diététicien, qui est d'ailleurs la personne qui m'a fait changer d'avis sur le collagène, pour tout vous dire, et que j'aime bien parce qu'il a un esprit assez critique. Il est un peu rentre-dedans, dans le sens où il va péter pas mal d'idées reçues, et il est beaucoup décrié pour ça, justement. Mais en général, j'aime Il a bien raison. son travail, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, je peux conseiller aux auditeurs d'aller voir son compte. Il est vraiment bien. Il est surtout spécialisé dans tout ce qui est additifs alimentaires globalement. Donc c'est vraiment sa spécialité. Il est calé dans le domaine. Et si je dois conseiller un livre, alors je pense que je pourrais déjà conseiller le livre de Nicolas Vandel que vous avez reçu, je crois, en podcast il y a pas Ouais, longtemps. Ouais. c'est ça. Voilà, il a sorti son livre en décembre que je recommande, qui est vraiment top, qui est justement sur l'endurance. Et Et qu'on pour recommande ce, aussi. voilà. Oui. Ouais, Et c'est vrai qu'on recommande. Il est top, Nico.
pour les plus scientifiques qui aiment bien se péter un petit peu le cerveau, il y a moi ma bible de la biochimie qui s'appelle Biochimie des activités physiques et sportives. C'est une grosse bible jaune sur laquelle je m'appuie et que je feuillette régulièrement. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien la lecture vraiment très scientifique, quoi. Nickel. Voilà. Ok. Écoute, Bon, merci, trop bien. merci beaucoup. Franchement, c'était parfait. J'espère que les auditeurs se sont régalés aussi. Et à très bientôt, peut-être pour un nouveau podcast. Et pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, liker la vidéo au maximum. Et on espère Envoyez que les ça vous étoiles un 5 peu là. étoiles. Eh oui. Ouais, envoyez tout. Faire Et allez plaisir. suivre surtout Nouchka aussi sur ses réseaux sociaux. C'est Nouchka Diet, c'est ça? Ou Ouais, point Nouchka diète, je sais pas. point diète, Point ouais. diète, voilà. C'est ça. Nickel. Merci à vous, merci à tous. Et à très très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao. Allez, ciao. Ciao, Salut, merci. ciao.